Après la trahison de son mari, une célèbre gynécologue s'était réfugiée dans un petit village reculé et avait acheté une vieille maison à une grand-mère mourante. Mais ce qu'elle découvrit dans ses papiers médicaux allait bouleverser son destin. « Bonjour, mes chers. Mettez tout de côté un instant. J'ai une histoire à vous raconter, une histoire qui pourrait bien vous faire voir vos proches sous un autre angle. Dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne écoute. » Clara Martini avait toujours été fière de ses mains fermes. En 25 ans de carrière, elle n'avait jamais tremblé. Ni pendant les opérations les plus délicates, quand il fallait sortir un bébé en détresse, ni quand elle annonçait à de jeunes couples qu'ils étaient stériles, ni même la première fois qu'elle avait tenu un nouveau-né mort entre ses mains. Des mains de chirurgien. Un outil qui devait être aussi précis qu'un scalpel. Mais là, debout dans l'encadrement de sa chambre, Clara fixait ses mains avec stupeur. Elle tremblait, comme des feuilles d'automne agitées par le vent. Sur le lit qu'elle avait choisi avec Niccolò dans un showroom italien à 15 000 €, il y avait 2 corps. Son mari. Et une fille, une gamine d'environ 25 ans. Rousse, pulpeuse, avec des courbes généreuses, tout ce que la nature avait refusé à Clara de la façon la plus cruelle. Elle était jolie, impossible de le nier. Une peau de pêche sans la moindre ride, une poitrine haute, une taille fine. Tout ce que Clara avait eu, autrefois, avant que le temps ne lui arrache tout. « Clara, c'est pas ce que tu crois, » dit Niccolò en tirant le drap. Sa voix était lasse, presque détachée. 20 ans de mariage et même pas une once de remords. Pas de honte, pas de gêne sur son visage. Juste l'agacement de quelqu'un qu'on vient de prendre la main dans le sac. « Et je pense quoi ?» demanda Clara, surprise par son propre calme. Pas de larmes. Pas l'envie de crier, de casser des assiettes, de faire une scène. Que mon mari me trompe dans notre maison, dans notre lit. La fille gloussa, couvrant sa bouche d'un ongle rose flashy. Oh, alors c'est vrai, vous êtes docteur ? Parce que Niccolò arrêtait pas de dire que vous étiez une grande dame, une femme de la capitale, mais vous avez l'air banal. Clara se regarda dans le miroir de l'armoire. 52 ans. Des mèches blanches dans ses cheveux noirs qu'elle avait cessé de teindre depuis 1 an. À quoi bon, si son mari ne faisait même plus attention ? Des yeux fatigués derrière ses lunettes, une blouse blanche sur un tailleur strict. Non, elle ne ressemblait en rien à la rivale sexy et jeune couchée dans son lit. Quand avait-elle acheté quelque chose de joli pour elle, pour la dernière fois ? Fait une manucure ? S'était-elle même regardée dans le miroir en tant que femme, et pas comme médecin ? Dis-moi juste une chose, dit-elle à son mari. Ça dure depuis combien de temps ? Niccolò haussa les épaules, avec un tel cynisme que Clara sentit un froid glacial monter en elle. 1 an, peut-être 1 an et demi. Clara, tu le sais bien. Entre nous, c'est fini depuis longtemps. On vit comme 2 étrangers sous le même toit. 2 étrangers sous le même toit. Quelle formule juste. Quand avaient-ils parlé d'autre chose que des courses ou des factures ? Quand avaient-ils ri ensemble ? Quand s'étaient-ils simplement assis l'un à côté de l'autre, sans être absorbés par leur téléphone ? Et elle sait que tu es marié ? Je sais, répondit la fille en arrangeant ses boucles rousses. Mais il dit qu'il va divorcer bientôt. On veut même un bébé. Et c'est déjà en route. Ces mots, Clara ne les attendait pas. Un bébé. Ce qu'elle avait rêvé d'avoir, 20 ans plus tôt. Ce qu'il n'avait jamais pu obtenir, malgré toutes ses connaissances médicales, malgré toutes les tentatives, toutes les larmes versées en cachette dans les toilettes de l'hôpital après un échec de plus. Un bébé, répéta-t-elle lentement, comme si elle prononçait un mot étranger. Oui, je suis enceinte de 3 mois, dit la fille en rayonnant. Niccolò est super heureux, il dit qu'il va enfin avoir une vraie famille. Parce qu'avec vous, c'était un peu ennuyeux. Une vraie famille. Donc, ce qu'elle avait vécu avec Niccolò pendant 20 ans, ce n'était pas une vraie famille. Juste 2 personnes qui s'étaient aimées un jour, puis s'étaient habituées l'une à l'autre. Comme on s'habitue à un vieux meuble. Plus très beau, mais trop de souvenirs pour le jeter. Isabella, tais-toi, la coupa Niccolò, mais sa voix n'était pas sèche. Plutôt douce. Une douceur que Clara n'avait pas entendue depuis 10 ans dans sa bouche. Clara se retourna et marcha vers la sortie. Derrière elle, elle entendit un chuchotement. Niccolò disait quelque chose à sa maîtresse, la rassurait sans doute. Elle saisit quelques mots. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Elle ne fera pas de scène. C'est pas son genre. Pas son genre. Oui, il la connaissait bien. Clara n'avait jamais été du genre à hurler, à jeter des objets, à se rouler par terre. Elle avait toujours été raisonnable, posée, correcte. Peut-être était cela son erreur. Dans l'entrée, elle s'arrêta devant les photos de famille. Là, ils étaient jeunes, heureux, le jour du mariage. Clara en robe blanche, Niccolò en smoking, tous 2 souriants, sincèrement. À l'époque, ils pensaient que la vie leur offrirait de l'amour et les rires d'un enfant. Une autre photo, en Toscane, il y a 5 ans. Il sourit encore, mais c'est un sourire forcé, pour la photo. Clara se rappelait ses vacances. Ils parlaient à peine, chacun lisait de son côté, ils dormaient dans des lits séparés. Quand avait-elle ri avec son mari pour de vrai, la dernière fois ? Clara, attends. Niccolò surgit de la chambre en peignoir. On peut parler, calmement. De quoi ? Demanda Clara en mettant son manteau. Du fait que tu t'es trouvée une jeunette fertile ? Bravo. Sincèrement. Pas de sarcasme. Tu es une femme intelligente,
tu comprends bien que ça ne pouvait plus durer. J'ai besoin d'une vraie vie. Alors Villa. Demain, je demande le divorce. Niccolò acquiesça, soulagé. Ce hochement de tête fit plus mal que tout le reste. Il attendait ça. Depuis combien de temps? Depuis quand préparait-il sa sortie? Avait-il déjà vu un avocat? En avait-il discuté avec sa petite rousse? Je ne m'opposerai pas. L'appartement me revient, il est à mon nom. Et la maison de campagne aussi. Mais je ne suis pas radin. Je te laisse tes économies. Clara sourit froidement. Tout était si simple, dans sa tête. 20 ans de vie commune, et il avait déjà tout réparti. Depuis quand y pensait-il? Depuis quand elle ne faisait plus partie de ses plans? Très bien, dit-elle. Mais dis-moi honnêtement, est-ce que j'ai été une si mauvaise épouse? Niccolò hésita une seconde. Il ne s'attendait pas à cette question. Pas mauvaise. Juste, on est devenu étranger. Toi, toujours au travail, les gardes, les opérations, les patientes. Moi, toujours en déplacement, en réunion, avec de nouveaux projets. Et avec Isabella. Je me sens à nouveau vivant. Jeune. Isabella. Même son prénom sonnait jeune et léger. Pas comme l'austère Clara. Et que pouvait-elle répondre? Que son travail était sa vocation. Qu'elle sauvait des vies? Qu'elle aidait des femmes à devenir mères? Niccolò ne comprendrait pas. Pour lui, le travail, c'était gagner de l'argent. Pour elle, c'était sa raison d'être. Je vois, dit-elle simplement, avant de sortir sur le palier. Ce n'est que dans l'ascenseur, une fois les portes refermées, que Clara se permit enfin de pleurer. Pas de douleur curieusement, elle n'en ressentait presque pas mais de soulagement. C'était fini. Enfin. Plus besoin de faire semblant d'avoir une famille. Plus besoin de préparer le dîner pour un mari qui rentrait à 10 heures du soir, ivre et indifférent. Plus besoin de laver ses chemises, de faire les courses, de sourire à ses collègues lors des soirées d'entreprise. Dehors, c'était octobre doré et mélancolique. Les feuilles craquaient sous ses pas, l'air était limpide, avec cette odeur particulière d'automne qui lui rappelait l'école, l'enfance, cette époque où tout semblait encore possible. Clara monta dans sa voiture, une vieille Peugeot fiable qu'elle s'était offerte il y a 5 ans et roula sans but. Juste rouler, traverser la ville, réfléchir à la suite. Le travail? Une clinique réputée, maternité et enfance, où elle dirigeait un service entier. Mais maintenant, elle avait l'impression qu'on n'y avait plus besoin d'elle. Les jeunes collègues la regardaient de travers, cette vieille fille qui soigne les femmes mais n'a jamais été mère. Ils ne disaient rien à voix haute, mais Clara lisait la pitié dans leurs yeux. Surtout quand elle donnait des conseils sur la grossesse ou l'accouchement. Un bel appartement au centre de Milan, une carrière bien remplie, de l'argent de côté. Tout ça, oui. Mais à quoi bon, si on n'a personne avec qui partager? Pourquoi économiser si ce n'est pour personne? Pourquoi réussir si personne ne s'en réjouit? Le soir venu, elle rentra à l'appartement. Non, plus chez elle, mais dans ce lieu où vivaient désormais son ex-mari et sa maîtresse enceinte. Elle fit ses valises, prit ses papiers, de l'argent. Niccolò et Isabella riaient dans la cuisine, complices. Quand avait-elle ri comme ça, elle? Dans la chambre, une odeur de parfum sucré flottait, capiteuse, jeune, étrangère. Clara rassembla ses affaires, tailleur sobre, blouse médicale, chaussures confortables, livres de médecine. Toute sa vie tenait dans 2 valises. Étrange comme 20 ans de vie commune peuvent tenir dans si peu. Le matin, elle se rendit à la clinique et remit sa lettre de démission. Christian, le chef de service avec qui elle travaillait depuis 15 ans, faillit s'étrangler avec son café. « Clara, tu plaisantes j'espère? Tu es notre meilleure spécialiste. Les patientes ne veulent que toi. » « Je suis fatiguée, avoua-t-elle. J'ai besoin de repos. Prends un congé. 6 mois, 1 an s'il le faut. Mais ne pars pas. » Les collègues étaient choqués, essayaient de la convaincre, mais elle ne céda pas. Une jeune médecin, Natacha, récemment arrivée dans le service, lui demanda. « Mais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous partez où? » « Je ne sais pas, répondit Clara sincèrement. Peut-être que je vais me trouver un nouvel endroit. Une autre clinique? Une autre vie. Après le travail, elle se rendit dans une concession et acheta une voiture plus grande, un break Subaru d'occasion, avec 4 roues motrices, idéale pour les longs trajets. Le vendeur, un jeune homme plein d'enthousiasme, lui posa des questions sur ses projets. « Vous partez où? » « Dans une maison de campagne. »« Pour les vacances? »« Loin de Milan, répondit Clara. Là où c'est calme. »« Et votre famille? Votre mari ne dit rien? »« J'ai plus de famille, dit-elle. » Et ces mots résonnèrent comme une sentence. Plus de mari non plus. Le jeune homme fut un peu déstabilisé, mais se reprit rapidement. « Je vois. En tout cas, la voiture est bonne. Fiable. Elle passera partout. Juste. Faites attention, les routes sont glissantes en automne. » Clara hocha la tête. Faire attention sur les routes. Un bon conseil. Dommage que dans la vie, il n'y ait pas de panneau pour prévenir du danger. Pas de feu rouge qui aurait pu l'arrêter, il y a 20 ans, et lui faire se demander si elle devait vraiment épouser un homme qui ne partageait rien avec elle. Qui bâillait quand elle parlait de son travail. Qui pensait qu'une femme devait rester à la maison à faire des enfants. Le soir, elle s'assit dans l'appartement vide. Niccolò et Isabella étaient sortis fêter leur « liberté » au restaurant et pensa à l'avenir.
52 ans. Ce n'est pas si vieux, mais ce n'est pas jeune non plus. Peut-on vraiment recommencer à cet âge? Ou est-ce réservé aux gens de 20 ans? Elle ouvrit son ordinateur portable et se mit à chercher des annonces de maisons à vendre. Pas à Milan. Loin. À la campagne. Quelque part où elle pourrait vivre calmement, sans stress. Où elle n'aurait pas à courir au travail, ni à sourire aux patientes, ni à faire semblant d'aller bien. Première annonce, une maison à vendre dans le village de Riverside, en région montagneuse du Piémont. Vieille, à rénover. Pas cher. Négociable. Clara cliqua sur le lien. Les photos montraient une maison en bois penché, au toit fuyant. Elle avait l'air triste, comme elle. Peut-être qu'elle irait bien ensemble? Le trajet jusqu'à Riverside prit plusieurs heures. Clara roulait tranquillement, observant les paysages défiler. D'abord, les banlieues milanaises et leurs villas prétentieuses aux murs, sécurité privée, voitures de luxe. Puis, des villages plus simples, maisons propres, potagers, quelques passants. Et plus elle s'éloignait de la ville, plus tout semblait abandonné. Maisons murées, terrains envahis par les herbes, clôtures qui s'effondraient. Le GPS perdit plusieurs fois le signal, et Clara dut s'arrêter pour demander son chemin aux habitants. Une vieille dame à un arrêt de bus, en voyant sa plaque milanaise, secoua la tête. « Riverside? Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas, ma petite? Il n'y a plus personne là-bas. Juste des vieux qui attendent la fin. » « Comment on y va ?» insista Clara. « Tournez après l'épicerie, tout droit jusqu'à la forêt, puis vous verrez. Mais la route est mauvaise, surtout après la pluie. » Et en effet, la route était terrible. Les 10 derniers kilomètres, Clara roulait au pas, évitant des trous aussi grands que des flaques géantes. La Subaru tenait le coup, mais chaque bosse lui faisait mal au dos. Elle se dit qu'à Milan, une route comme ça aurait été réparée en une semaine. Ici, on l'avait oublié. Riverside l'accueillit dans un silence profond. Le village semblait réellement mourir. Sur une trentaine de maisons, plus de la moitié étaient vides. Certaines avaient le toit effondré, d'autres des fenêtres clouées. Seules quelques habitations laissaient voir de la lumière ou de la fumée s'échapper des cheminées. Clara roula lentement dans l'unique rue du village, observant les maisons. Laquelle était à vendre? Elle s'arrêta devant le seul commerce, une minuscule épicerie en bois, avec une vieille enseigne écaillée, produit. Derrière le comptoir, une femme d'environ 60 ans tricotait quelque chose en laine grise. « Bonjour, dit Clara en entrant. Je cherche une maison à vendre. J'ai vu une annonce sur Internet. » La femme posa son tricot et examina attentivement l'étrangère de la tête aux pieds. « La maison de Maura Veil? Et vous êtes de la famille? » ?»« Non, je voudrais juste l'acheter. »« Pour moi ?»« Pour vous, » s'étonna la vendeuse. « Et vous venez d'où? »« De la ville. De Milan. »« Oh là là, de Milan » s'exclama la femme en levant les bras. « Mais qu'est-ce que vous venez faire dans ce trou? Ici, y a rien, pas de travail, pas de distraction. Tous les jeunes sont partis en ville, il ne reste que des retraités. » « C'est justement le calme que je cherche, » expliqua Clara. « Vous pouvez me dire où est cette maison? » Maura Veil vit tout au bout du village, la dernière maison avant la forêt. Mais elle est très malade, elle ne comprendra peut-être même pas pourquoi vous venez. Elle a un fils, mais il vient rarement. Clara remercia et continua sa route. La maison était bien là, isolée des autres par un grand terrain. 2 étages, autrefois peints en bleu, désormais ternes et délavés. Le toit affaissé, des planches manquantes dans la clôture, le portillon pendait sur une seule charnière. Mais il y avait quelque chose de chaleureux dans cette maison. Étaient-ce les grandes fenêtres aux cadres sculptés? Ou les vieux pommiers dans le jardinet? Clara frappa à la porte. Long silence. Puis des pas lents et une voix hésitante. « Qui est-ce? »« Bonjour, je m'appelle Clara. Je viens pour la maison à vendre. » La porte s'ouvrit un peu, laissant apparaître une toute petite vieille dame, appuyée sur une canne. Ses cheveux gris étaient tressés avec soin, et ses yeux étonnamment vifs pour son âge. « Pour la maison, » répéta-t-elle. « Mais qui vous a dit que je la vendais? » J'ai vu une annonce sur Internet. Internet. Elle avait visiblement du mal à comprendre. Ah, sûrement mon fils. Entrez, entrez, vous allez attraper froid. À l'intérieur, la maison était étonnamment chaleureuse et accueillante. Les meubles étaient anciens, mais solides du vrai bois, pas du fabriqué en série. Des napperons en dentelle sur les tables, des étagères pleines de livres, des cadres photos partout. Ça sentait les tartes et les vieux bouquins. Maura Veil, dit la vieille dame en installant Clara à table. Et vous, mon enfant, comment vous appelez-vous? Clara Martini. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis gynécologue. Médecin, s'illumina Maura. C'est formidable. On n'a plus de vrais médecins ici depuis longtemps. Juste Stefano, le feldsher, qui vient une fois par semaine. Et encore. Elle fit un geste vague. Vous voulez du thé? Clara voulait refuser, mais Maura était déjà affairée près du poêle. Le thé était fort, parfumé, accompagné d'une confiture étrange, faite de baies inconnues. Mais pourquoi vous voulez cette maison? Demanda Maura en fixant Clara. Vous êtes encore jeune, jolie. À Milan, vous avez sûrement un bon travail, un bon salaire. Clara hésita. Dire la vérité? Que son mari l'avait quittée pour une plus jeune, enceinte? Que son travail l'avait épuisée?
Je suis fatiguée de la ville, dit-elle simplement. J'ai besoin de silence. Je comprends, hocha Maura. Et la famille? Mari? Enfant? Non. Vraiment personne. Personne. Maura resta silencieuse, la regardant attentivement. Mais pourquoi cette maison? La vie ici est rude, vous savez. Pas de gaz, pas d'eau courante. Il faut couper du bois, chauffer au poêle. En hiver, la route est impraticable, on ne peut aller au magasin qu'en ski de fond. Ce n'est pas grave. Je m'y ferai. Vous êtes trop jeune pour ce genre de vie. Moi, j'ai plus de 80 ans, je m'en fiche. Mais vous ne comptez pas vous remarier? Non, répondit fermement Clara. Quel dommage. C'est dur, toute seule. Surtout quand on est malade. Vous êtes malade? Maura soupira. À mon âge, qui ne l'est pas? Le cœur fatigue, la tension monte. Et récemment, le feldsher m'a dit quelque chose d'affreux. Elle s'interrompit, comme effrayée par ses propres mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, rien de très clair. Il a dit que mes analyses étaient mauvaises. Que je devais aller à l'hôpital. Mais j'ai peur des hôpitaux. On y met les vieux, et on ne les en ressort jamais. Clara se raidit. Quel genre de diagnostic un simple feldsher pouvait-il poser à une vieille dame? Il a parlé de quoi, exactement? Oh, je ne me souviens plus. Des mots compliqués. Quelque chose avec l'estomac. Il a parlé d'opération. Mais à mon âge. Elle haussa les épaules. Alors mon fils a décidé de vendre la maison. Il dit que je dois aller vivre en ville chez lui. Et vous voulez y aller? Pas du tout. Toute ma vie est ici. J'ai enseigné pendant 40 ans à l'école, j'ai élevé des enfants. Mon mari est enterré ici, au cimetière du village. Comment je pourrais l'abandonner? La voix de Maura était si pleine de tristesse que Clara en fut émue. Elle connaissait trop bien cette situation quand on déracine les vieux pour les éloigner de tout ce qu'ils ont aimé. Vous pouvez me faire visiter? Bien sûr. Excusez le désordre, de toute façon, mon fils dit qu'il faudra tout jeter. La maison était plus grande qu'elle ne paraissait. En bas, une grande cuisine, un salon, une autre pièce que Maura appelait le séjour. À l'étage, 3 chambres et un débarras. Partout des meubles anciens, mais solides, des livres, des photos de famille. Il y avait des problèmes, des taches d'humidité au plafond, des sols qui grincent, une vieille installation électrique. Mais la maison avait une âme, elle était habitée. « Combien vous en voulez » demanda Clara. Mon fils disait. Maura hésita. Quelques dizaines de milliers. C'est sûrement trop, excusez-moi. Clara faillit éclater de rire. À Milan, pour ce prix-là, on aurait à peine un garage. Ici, c'était une maison entière, avec un terrain. D'accord, dit-elle. Mais j'ai une condition. Laquelle? Vous restez ici. Avec moi. La maison est grande, on ne se gênera pas. Maura resta interdite. Comment ça? Vous achetez, et je reste? J'achète la maison, et vous m'aidez à m'adapter. Vous m'apprenez à allumer le poêle, à planter un potager. Et moi, je veille sur votre santé. Mais voyons. Pourquoi vouloir une vieille femme dans les pattes? Pas une vieille femme. Une femme sage. Ça me rassurerait de ne pas être seule dans un endroit inconnu. Les yeux de Maura s'embuèrent. Mon Dieu. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dirai à mon fils? On dira que la maison est vendue, et que vous surveillez la nouvelle propriétaire le temps qu'elle s'installe. Et vous? Vous comptez rester longtemps? Pour toujours, dit Clara. Et ces mots lui apportèrent une étrange paix. Pour toujours. Aucun retour en arrière. Elles convinrent que Clara reviendrait une semaine plus tard, avec ses affaires et l'argent. En attendant, elle rentrerait à Milan pour régler les papiers et empaqueter sa vie. Le chemin du retour lui parut plus court. Clara réfléchissait à ce qui l'attendait. La vie à la campagne, le chauffage au bois, le potager, les conserves pour l'hiver, tout ça, elle ne l'avait jamais appris, et n'en avait jamais eu envie. Et pourtant, cette perspective ne l'effrayait pas. Au contraire, elle l'apaisait. À Milan, elle retrouva l'appartement vide. Niccolò et Isabella étaient partis probablement sans attendre le divorce. Sur la table de la cuisine, un mot. Clara, récupère tes affaires avant la fin de la semaine. Le reste, je jette. Le reste, je jette. 20 ans de vie commune réduit à un reste à balancer à la poubelle. Clara plia le mot et le jeta à la poubelle. Qu'il repose là, avec les miettes de leur mariage. En une semaine, elle fit ses valises, régla les papiers pour l'achat de la maison, passa chez le notaire. Ses collègues de la clinique l'appelèrent, tentèrent de la faire changer d'avis, lui proposèrent une augmentation. Le directeur en personne vint jusqu'à chez elle. « Clara, reprends-toi. Tu n'es pas une paysanne, que vas-tu faire dans un village ?» Il secoua la tête et s'en alla en marmonnant quelque chose sur la crise de la cinquantaine et la bêtise des femmes. Quand Clara ferma la porte de l'appartement pour la dernière fois, elle ne se retourna pas. La vie d'avant restait derrière cette porte. Une nouvelle commençait. Inconnue, mais là elle. Le premier mois à Riverside passa comme un éclair. Clara s'était plongée corps et âme dans sa nouvelle vie. Elle apprenait à allumer un poêle, déblayait le grenier, essayait de comprendre comment fonctionnait la vie au village.
Maura s'était révélée une professeure patiente, même si elle levait souvent les yeux au ciel en voyant les tentatives maladroites de la citadine. « Non, ma chérie, c'est pas comme ça qu'on empile le bois », disait-elle en observant Clara s'échiner devant le poêle. D'abord les brindilles, ensuite les petites bûchettes, et enfin les grosses. Et il faut laisser de l'air, sinon le feu s'étouffe. Clara recommençait, les mains noircies de suie et de fumée. À Milan, elle savait pratiquer les opérations les plus complexes. Ici, elle ne savait même pas allumer un feu. Mais cette maladresse ne l'agaçait pas, elle la faisait sourire. Comme si elle réapprenait à vivre. En un mois, la maison s'était transformée. Clara avait embauché des ouvriers du coin pour réparer le toit et remplacer les planches pourries. Elle fit refaire l'électricité, installa une fosse septique et même le Wi-Fi par satellite. Maura s'opposa d'abord à toutes ces nouveautés, mais une fois qu'il fit chaud et sec dans la maison, et que l'eau chaude coulait du robinet, elle se résigna. « C'est pas mal, finalement, admit-elle. Je croyais que j'allais finir ma vie avec cette fuite au-dessus du lit. » Les habitants du village accueillirent la nouvelle venue avec curiosité et prudence. Une femme de Milan, médecin, sans mari, c'était rare ici. Les premières semaines, les voisins la saluaient de loin, observant Clara s'affairer dans la cour. Mais un jour, la femme de Raoul, le conducteur de tracteur, se coupa en préparant ses conserves, et Clara lui recousit proprement la main. L'ambiance changea. Une vraie doctoresse, chuchotaient les femmes. Elle a des mains en or. Et si gentille. Elle n'a même pas voulu d'argent, elle a juste dit de venir demain pour refaire le pansement. La rumeur d'une doctoresse venue de la ville se propagea vite. Les gens commencèrent à venir la voir pour un mal de dos, une tension trop élevée. Clara ne refusait jamais, même si elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'exercer ici. Mais elle ne pouvait pas ignorer les gens dans le besoin. Ce qui l'inquiétait surtout, c'était l'état de Maura. La vieille femme faiblissait de jour en jour fatiguée, sans appétit, se plaignant souvent du ventre. Clara proposa plusieurs fois de l'examiner, mais Maura refusait. « Mais non, ma chérie, faut pas t'en faire. Je suis vieille, j'ai 74 ans. » Non, 84. Je confonds tout. Enfin bon, à mon âge, tout le monde est malade. Laissez-moi au moins vous prendre la tension, ou faire quelques analyses. Des analyses, s'alarma Maura. Non, non. Stefano a dit que c'était mieux de ne pas savoir. Pourquoi se faire du mal? Stefano, c'était le feldsher du village, qui venait une fois par semaine consulter dans l'ancienne mairie. Clara l'avait aperçu quelquefois, un homme d'une quarantaine d'années, un peu bedonnant, toujours l'air mécontent. Les villageois n'en parlaient pas très bien. Il sert pas à grand-chose, disait Raoul, à qui Clara avait recousu la main. Je suis allé le voir pour mon dos, il m'a donné des pilules et m'a dit « À votre âge, que voulez-vous? J'ai que 48 ans. » Et Maura, demanda Clara prudemment. On m'a dit qu'elle avait quelque chose de grave. Oh, c'est terrible, répondit Raoul en baissant la voix. Il lui a dit que c'était un cancer de l'estomac. Dernier stade. Qu'elle n'en avait plus pour 6 mois. Du coup, elle a voulu vendre la maison et partir vivre chez son fils. Clara se figea. Un cancer gastrique en phase terminale ne donnait pas les symptômes qu'elle observait. Oui, Maura était faible, mais pas à ce point-là. Il lui a dit ça quand? Il y a 3 mois, après des analyses. Elle est allée à l'hôpital. Non, Stefano a fait les prélèvements et les a portés lui-même à l'hôpital du district. Ensuite il est revenu et lui a dit « C'est fini. Préparez-vous. » Quelque chose clochait. Clara décida de parler à Maura en douceur, mais la vieille femme esquivait toujours. Un soir pourtant, alors qu'elle prenait le thé, elle confia. « J'ai peur, Clara. Pas de mourir, non. À mon âge, on s'y prépare. Mais j'ai peur de souffrir. Stefano dit que j'aurai des douleurs terribles, qu'on ne pourra rien faire. » Et maintenant, vous avez mal? Pas vraiment. Parfois le ventre tiraille, mais c'est supportable. Lui, il dit que ce n'est que le début. Clara serrait les dents. Elle voulait hurler contre ce diagnostic, mais elle n'avait rien de concret. Quelques jours plus tard, elle eut l'occasion de rencontrer Stefano. Il était venu pour sa consultation hebdomadaire et les villageois lui avaient parlé de la nouvelle venue. « Alors, vous êtes médecin ?» Il la dévisagea des pieds à la tête. « Quelle spécialité? »« Gynécologue. »« Ah, les trucs de femmes. Bon, bienvenue dans notre trou perdu, collègue. Mais ne venez pas me voler mes patients, hein. » Il rit, un rire sec, un peu narquois. « Je suis à la retraite, mentit Clara. Je ne travaille plus. »« À la retraite? Vous faites plus jeune. Mais bon, chacun ses choix. Vous vivez chez Maura, non? Elle ne souffre pas trop? Elle va plutôt bien. Pourquoi? » Stefano baissa la voix. « Cancer de l'estomac. Stade terminal. Je ne lui dis pas la vérité, inutile de la bouleverser. Mais vous comprenez, hein? Le diagnostic est confirmé. Bien sûr. Elle a tout fait, analyse, biopsie. Aucun doute. Dommage, c'était une bonne femme. Mais bon, à son âge. » Clara hocha la tête, mais tout en elle se tendait. Une biopsie gastrique? Dans un petit hôpital? Et les symptômes ne collaient pas. Le soir même, elle décida d'en parler franchement à Maura.
Maura, montrez-moi vos papiers médicaux. Je veux savoir quel traitement vous avez reçu. Quel papier? Oh, je ne sais plus. Elle ouvrit un tiroir. Parmi de vieilles photos et documents, il y avait une petite pile de feuilles médicales. Clara les prit et retourna à la cuisine. Le premier document était une analyse sanguine, datée de 3 mois. Clara scruta les chiffres et sentit son cœur se serrer. Rien n'indiquait un cancer. Oui, l'hémoglobine était un peu basse normale chez une femme âgée. Mais aucun marqueur tumoral. Le document suivant était un compte-rendu de fibroscopie. L'endoscopiste écrivait « gastrite superficielle ». Aucune trace de tumeur. Recommandations, régime alimentaire et traitement médical. Clara relut plusieurs fois. Une gastrite superficielle, une pathologie banale, parfaitement traitable. Aucun cancer. Aucune phase terminale. Maura, appela-t-elle d'une voix tremblante. Venez, s'il vous plaît. La vieille dame entra, appuyée sur sa canne. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes toute pâle. Asseyez-vous. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Maura s'assit à table, inquiète, les yeux fixés sur les papiers médicaux que Clara tenait en main. Vous n'avez pas le cancer, dit Clara franchement. Il n'y a jamais eu de cancer. Vous avez une simple gastrite, et ça se soigne très bien. Comment ça, pas de cancer, murmura la vieille dame, perdue. Mais Stefano m'a dit. Il vous a menti. Regardez vous-même, répondit Clara en lui montrant le compte-rendu du gastro-entérologue, en expliquant tous les termes médicaux. Maura écoutait, les yeux écarquillés. Mais pourquoi, chuchota-t-elle. Pourquoi il m'aurait menti? C'est ce que je compte bien comprendre, dit Clara avec détermination. Elle passa la nuit à réfléchir. Pourquoi un soignant tromperait-il une patiente? Quel intérêt avait Stefano à faire croire à une vieille femme qu'elle était en phase terminale? Le lendemain matin, une voisine vint frapper à la porte. Maria, une femme d'environ 70 ans. Clara, dit-elle en s'asseyant à la table. Je voulais vous demander quelque chose. Ne vous fâchez pas. C'est vrai que Maura n'a pas de cancer? Clara resta surprise. Comment vous le savez? C'est elle qui me l'a dit ce matin. Elle dit que vous l'avez guérie. Et moi, je me pose des questions. Maria hésita. Parce que moi aussi, Stefano m'a trouvé quelque chose de grave. Quoi donc? Le cœur. Il dit que je suis au bord de la crise cardiaque. Que je dois me faire soigner à Milan et que ça coûte cher. J'ai même décidé de vendre la maison pour payer. Clara sentit son estomac se serrer. Vous avez des papiers? Des résultats? Oui, j'en ai quelques-uns. Il n'a pas tout emporté. 1 heure plus tard, Clara examinait les documents d'une nouvelle condamnée. Et encore une fois rien d'alarmant. Juste des signes normaux du vieillissement. Clara prit un carnet et commença à noter tout ce qu'elle apprenait sur les agissements de Stefano Matteux. Peu à peu, un schéma se dessinait, glacial. Le soir même, elle avait recensé 5 familles à qui Stefano avait annoncé des diagnostics fatals. Toutes avaient soit déjà vendu leur maison à bas prix, soit s'apprêtaient à le faire. Les 2 semaines suivantes, Clara se transforma en enquêtrice. Elle interrogea discrètement les voisins, fouilla les documents médicaux qu'ils lui avaient confiés, et comprit vite l'ampleur de l'arnaque. La famille Cardellini avait vendu sa maison l'année précédente, après que Stefano ait diagnostiqué une cirrhose au père. En réalité, il souffrait seulement de gastrite à cause d'une mauvaise alimentation. Le bien fut racheté par un homme d'affaires du centre régional pour quelques dizaines de milliers d'euros bien en dessous de sa valeur. Le couple Stamo céda leur propriété pour 30 000 euros, après qu'un cancer du poumon ait été annoncé. Grâce à un radiologue ami, Clara obtint les clichés, il montrait seulement des cicatrices d'une vieille pneumonie. Une veuve, Katrina, s'apprêtait à vendre sa maison après qu'on lui ait parlé d'une tumeur cérébrale. Quand Clara lui demanda les résultats d'IRM, il s'avéra qu'elle n'avait jamais passé cet examen. Stefano avait déclaré que le diagnostic était évident d'après les symptômes. Mais le plus effrayant, Clara le découvrit en étudiant les ventes immobilières. Tous les biens revendus étaient ensuite cédés à des prix 3 à 4 fois plus élevés, entre 100 et 200 000 euros. Les acheteurs initiaux étaient des prête-noms. Le bénéficiaire réel, un certain Oliver Crimson, entrepreneur de Turin spécialisé dans l'achat de terrains pour des lotissements. Le lien entre Crimson et Matteux, Clara le découvrit par hasard. En fouillant les réseaux sociaux de Stefano, elle tomba sur une photo où il faisait la fête avec un homme inconnu. La légende disait, avec le meilleur partenaire d'affaires. Une recherche par image mena directement au profil d'Oliver Crimson. Le schéma était aussi simple que cynique. Matteux ciblait des personnes âgées isolées, possédant une maison. Il leur annonçait des maladies mortelles, ce qui les poussait à vendre rapidement et à bas prix. Crimson achetait par l'intermédiaire de complices, empochait les biens à des prix dérisoires, puis revendait avec profit. Matteux touchait sa part. « Mon Dieu, quelle horreur !» murmura Maura après avoir tout écouté. « Combien de gens il a pu tromper comme ça? J'en ai compté cette famille rien qu'ici. Mais il y en a sûrement plus. Et maintenant, que faire? Allez à la police. » La police, s'effraya Maura. Et s'ils ne nous croient pas? Et s'ils disent qu'on invente tout? Clara avait les mêmes craintes. Stefano travaillait ici depuis 15 ans.
Il devait avoir ses entrées dans l'administration. Elle n'était qu'une étrangère de Milan, installée depuis 2 mois à peine. Mais il fallait agir. Trop de gens avaient déjà souffert. Le lendemain, Clara se rendit au commissariat du centre régional. Le jeune lieutenant de police l'écouta, de plus en plus étonné. « Vous comprenez, dit-il enfin, c'est une accusation grave. Il faut des preuves. Les documents médicaux peuvent correspondre à ce que le feldscher a dit. Les médecins font parfois des erreurs. Mais je vous montre les résultats réels, insista Clara, étalant les copies. Tout est écrit noir sur blanc, pas de cancer, pas de maladie grave. Mais vous n'êtes pas de leur famille. Comment avez-vous obtenu ces documents? Ils me les ont donnés. Ils veulent connaître la vérité. Je comprends. Mais pour ouvrir une enquête, il faut des plaintes. Que les victimes viennent elles-mêmes porter plainte. Clara soupira. Elle comprenait bien. Mais convaincre des personnes âgées d'aller à la police n'allait pas être facile. Les gens d'ici n'avaient pas l'habitude de faire confiance aux autorités. Pendant ce temps, Stefano apprit que la nouvelle venue posait beaucoup de questions. La semaine suivante, il vint à Riverside hors de ses horaires habituels, soi-disant pour faire ses visites. Clara travaillait dans le potager lorsqu'elle entendit la voiture. Le fourgon médical se gara. Stefano descendit et se dirigea vers la maison. « Bonjour » lança-t-il en entrant dans la cour. « Je venais voir Maura. Ça fait longtemps. »« Bonjour » répondit Clara d'un ton neutre, sans s'arrêter de bêcher. « Et notre malade, comment elle va ?»« Elle va mieux. Beaucoup mieux. »« Tant mieux » dit Matteux, en l'observant avec attention. « Le traitement agit donc. Vous ne lui auriez pas donné quelque chose, par hasard ? Entre confrères. » « Aucun traitement, mentit Clara. En réalité, elle avait prescrit à Maura un régime et quelques médicaments contre la gastrite. Étrange. En général, dans son état, il n'y a pas d'amélioration. Quel état exactement? Stefano garda le silence un instant, puis répondit. Vous êtes médecin. Le stade 4 d'un cancer, c'est sans appel. Vous êtes sûr de votre diagnostic? Absolument. Tous les examens le confirment. Quels examens, précisément? Le feldscher ne s'attendait clairement pas à une question aussi directe. Les examens habituels. Bilan sanguin, marqueurs tumoraux, biopsie. Je peux voir les résultats. Pourquoi faire? Vous n'êtes pas oncologue. Et puis les documents sont à l'hôpital. C'est alors que Maura sortit de la maison. Elle avait visiblement repris du poids ces dernières semaines, ses joues avaient retrouvé des couleurs, ses gestes étaient plus assurés. Oh, Stefano, s'étonna-t-elle. Je ne vous attendais pas. Je voulais prendre de vos nouvelles. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Clara m'a dit que je n'ai pas de cancer, juste une gastrite. Et c'est vrai, dès que j'ai commencé le traitement, j'ai été soulagé. Le visage de Stefano se figea. Comment ça, pas de cancer? Qui vous a dit ça? Clara a regardé mes papiers. Elle dit que rien de grave n'est noté dedans. Maura, dit-il d'un ton sec, n'écoutez pas les non-spécialistes. Une gynécologue ne peut pas diagnostiquer un cancer. Vous êtes gravement malade. Vous avez besoin de soins. Et vous, se tourna-t-il vers Clara, quels documents avez-vous consultés? Les résultats de la fibroscopie et les analyses sanguines. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une simple gastrite superficielle. Aucune trace de tumeur. Stefano resta silencieux quelques secondes, évaluant la situation. Ces documents sont obsolètes. Il y en a de plus récents qui confirment l'oncologie. Montrez-les. Je ne les ai pas sur moi. Ils sont à l'hôpital. Alors allons-y ensemble et vérifions. Impossible. Secret médical. Maura peut autoriser l'accès. Bien sûr, dit aussitôt la vieille dame. Je veux savoir la vérité. Le feldscher comprit qu'il était acculé. Écoutez, collègue, tenta-t-il un ton plus amical, vous êtes une femme intelligente. Vous savez que ce n'est pas votre affaire. Tout est bien organisé ici, tout fonctionne parfaitement. Pourquoi vouloir tout perturber? Perturber quoi? Je veux juste aider une femme malade. Aider, ricana Stefano. Ou bien nuire. Maura, vous savez que votre voisine pourrait être une arnaqueuse? Elle débarque de Milan, achète une maison pour une bouchée de pain et s'attire la sympathie des gens d'ici. Stefano, s'indigna Maura. Comment pouvez-vous dire ça? Clara est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien? Elle a les papiers de la maison? Elle a une licence pour exercer? Et si ce n'était même pas une vraie médecin? Clara comprit qu'il passait à l'offensive. Vous voulez voir mes diplômes? Très bien. Voici mon diplôme et ma certification. Elle sortit les documents de son sac. Stefano les parcourut à contre-cœur. Gynécologue de haut niveau, marmonna-t-il. Et alors? Ça ne vous donne pas le droit de poser des diagnostics en dehors de votre domaine. Mais ça me donne le droit de lire un dossier médical et d'y voir des incohérences. Quelles incohérences? Vous annoncez un cancer gastrique en phase terminale à une patiente dont la fibroscopie révèle une simple gastrite. C'est une incohérence. Il peut y avoir une erreur dans les papiers. Alors montrez les bons papiers. Je ne suis pas obligé de vous montrer quoi que ce soit, s'emporta Stefano.
Et vous, vous êtes qui? Vous venez ici donner des leçons? Je suis médecin. Et je refuse de regarder sans rien faire pendant qu'on ment à des personnes âgées. Je n'ai menti à personne. Je travaille honnêtement depuis 15 ans. Alors expliquez pourquoi tous vos patients, condamnés, vendent leur maison aux mêmes acheteurs. Cette question le déstabilisa totalement. Qu'est-ce que vous insinuez? La maison des Cardellini, celle des Stamo, le terrain de Katrina, tout ont été vendus par des intermédiaires à la société d'Oliver Crimson. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Le visage du feldsher devint livide. D'où tenez-vous cette information? Peu importe. Ce qui compte, c'est que je l'ai. Stefano resta silencieux plusieurs minutes. Puis il afficha un sourire. Un sourire froid, menaçant. Écoutez-moi bien, madame la maligne venue de Milan. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ce village peut être dangereux. On peut glisser, faire une mauvaise chute. S'empoisonner par accident. C'était une menace directe. Maura poussa un cri de stupeur. Vous me menacez, demanda Clara. Je vous préviens. Amicalement. Vivez tranquillement, ne cherchez pas les problèmes et tout ira bien. Et si je refuse? Alors vous le regretterez. J'ai beaucoup d'amis dans cette région. Et pas seulement dans le milieu médical. Il tourna les talons et marcha vers sa voiture. Avant de passer la barrière, il se retourna. Maura, vous êtes vraiment malade. Ne croyez pas cette aventurière. Venez me voir en consultation, je vous prescrirai le bon traitement. La voiture démarra, soulevant un nuage de poussière et de gaz d'échappement. Mon Dieu, murmura Maura. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un médecin, lui? Comment peut-il faire ça? Clara entoura doucement ses épaules. Malheureusement, tous les médecins ne sont pas dignes de confiance. Mais on va faire ce qu'il faut. On ira jusqu'au bout. Après les menaces de Stefano, Clara savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Le feldsher ne comptait pas se laisser faire, et ses contacts locaux pouvaient devenir un vrai danger. Mais Clara n'avait pas l'intention de reculer. Trop de gens avaient déjà souffert. Sa première priorité fut de rassembler un maximum de preuves. Durant les 3 jours suivants, elle parcourut les villages alentours à la recherche d'autres victimes. Et ce qu'elle découvrit dépassait ses pires soupçons. Au cours des 3 dernières années, le feldsher avait diagnostiqué des maladies mortelles chez 23 personnes âgées. 17 d'entre elles avaient déjà vendu leur maison pour une bouchée de pain et étaient parties vivre chez des proches en ville. À Pinewood, Clara rencontra Maria, une femme de 70 ans à qui Matteo avait diagnostiqué un cancer des os. La vieille dame vivait désormais dans un minuscule studio au centre-ville, tandis que sa grande maison avec jardin avait été vendue à un investisseur privé pour 20 000 €. Vous savez, ma chère, racontait Maria en servant du thé et des biscuits, au début, j'y ai pas cru. Je m'étais encore penché sur mes betteraves et mis en bocaux des tomates. Le cancer? Mais Stefano était tellement convaincant. Il m'a montré des papiers avec des tampons. Il disait que si je ne me faisais pas soigner tout de suite, ce serait trop tard dans 6 mois. Et vous aviez mal? Pas vraiment. Juste le dos qui tirait un peu. Mais à mon âge, c'est normal. Lui disait que c'était justement le signe que c'était avancé. Il m'a tellement fait peur que j'ai accepté de vendre la maison tout de suite. Je me disais, au moins, j'aurai de quoi payer les soins. Et vous vous êtes soigné ensuite? Tu parles, dit Maria en haussant les épaules. À Milan, les soins coûtaient des centaines de milliers. Et moi, j'avais que 20 000. Alors j'ai laissé tomber. Et bizarrement, les douleurs ont disparu dès que j'ai quitté le village. Peut-être que l'air de la ville est miraculeux? Clara serrait les dents. Une autre vie détruite, une autre victime d'un système abject. Maria n'avait sûrement qu'un simple mal de dos, de l'arthrose ou une discopathie, rien qu'un traitement de base n'aurait pu soulager. À Birchfield, la même histoire se répéta presque mot pour mot. Abraham, un veuf, avait vendu sa maison après avoir reçu un diagnostic de cirrhose terminale. En réalité, il buvait un peu trop pendant les fêtes, ce qui n'avait rien d'anormal au village. Un régime et l'arrêt de l'alcool pendant quelques mois auraient suffi à remettre sa santé sur pied. Mais Matteo l'avait convaincu qu'il ne lui restait que 2 ou 3 mois à vivre. J'ai même écrit mon testament, racontait Abraham, désormais hébergé par sa fille dans un 2 pièces étroit. J'ai payé mes funérailles à l'avance. Et puis 6 mois ont passé. 1 an. Et je suis toujours là. Ma fille m'a dit, papa, tu crois pas qu'il s'est trompé, ce médecin? Et moi, je me dis, bon, il s'est peut-être trompé. Ça arrive. Mais au moins, on a vendu la maison tant qu'on avait des acheteurs. Clara notait tout, chaque témoignage, chaque document. Petit à petit, le puzzle prenait forme. Matteo avait un mode opératoire bien rodé, il ciblait des personnes âgées isolées possédant des biens immobiliers de valeur. Il leur prescrivait des examens à l'hôpital du district, puis leur annonçait une terrible nouvelle. Terrorisés, les vieux vendaient à la première occasion, les acheteurs surgissaient toujours, par hasard, dans les jours suivants. Les profils changeaient: un jeune couple, un investisseur, un fermier voulant agrandir son domaine, mais à chaque fois, les biens finissaient entre les mains d'entreprises liées à Oliver Crimson. Et quelques années plus tard, les anciennes maisons devenaient des lotissements luxueux pour citadins aisés. La découverte la plus choquante attendait Clara dans les archives de l'hôpital du district.
Grâce à un médecin de Milan qu'elle connaissait, elle réussit à consulter plusieurs dossiers. Ce qu'elle y trouva la glaça, de nombreux examens dont se réclamait Matteux n'avaient jamais été réalisés. Et dans certains cas, les résultats avaient été falsifiés. Tampons et signatures de médecins avaient été contrefaits. Mais c'est une escroquerie pure et simple, s'indigna son collègue milanais. Comment a-t-il pu manigancer ça aussi longtemps? Il a des appuis, expliqua Clara. Je suis sûr que quelqu'un dans l'administration touche sa part. Pendant ce temps, Matteux ne restait pas inactif. Une semaine seulement après leur altercation, Clara commença à remarquer des changements. La caissière de l'épicerie, d'habitude gentille, devenait froide. Certains voisins l'évitaient, d'autres ne lui adressaient même plus la parole. Clara, lui dit prudemment Raoul, la femme du conducteur de tracteur, vous devriez peut-être arrêter de fouiller dans ces histoires. Les gens parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Que vous êtes une étrangère, venue de Milan, et que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne ici. Tandis que Stefano, lui, il est d'ici. Tout le monde le connaît. Et qu'est-ce qu'il croit savoir? Raoul baissa les yeux. Ils disent que vous empêchez Maura de se faire soigner. Que si elle meurt, ce sera de votre faute. Clara comprit, Matteux avait lancé une campagne de rumeurs. Il la faisait passer pour une intruse, une pseudo-médecin qui mettait en danger la santé des habitants. La situation se compliqua encore quand une délégation de l'administration régionale débarqua au village. 3 hommes en costume visitèrent plusieurs maisons, posant des questions sur Clara et son activité. Madame Martini, lui dit l'un d'eux, qui se présenta comme le vice-président aux affaires sociales, nous avons reçu des informations selon lesquelles vous pratiqueriez illégalement la médecine. Je ne pratique pas la médecine, répondit fermement Clara. Je donne simplement des conseils à mes voisins sur la lecture de leurs documents médicaux. Avez-vous une licence pour exercer dans notre région? Je n'exerce pas. Pourtant, plusieurs habitants affirment que vous posez des diagnostics, proposez des traitements, contestez des conclusions de professionnels reconnus. J'analyse des documents. Et je remarque des incohérences. Des incohérences, ricana le fonctionnaire. Et vous êtes spécialiste en oncologie, en gastro-entérologie, en cardiologie? Je suis médecin depuis 25 ans. Je sais lire une analyse et repérer les anomalies. Je vois. Mais vous créez des conflits, vous gênez le travail des services de santé. Peut-être devriez-vous revoir votre comportement. C'était une menace à peine voilée. Clara comprit qu'une machine s'était mise en marche contre elle des autorités locales jusqu'à l'administration régionale. Mais il n'était plus question de reculer. Trop de victimes, trop de vies brisées. Après le départ des inspecteurs, Maura éclata en sanglots. Clara, peut-être que vous devriez laisser tomber. Et s'il vous faisait du mal? Et s'il vous arrivait quelque chose? Et si je n'étais jamais venu, qu'est-ce qui se serait passé pour vous? J'aurais vendu la maison. Je serais parti vivre chez mon fils. Et vous seriez morte là-bas, seule, abandonnée. Pendant que Stefano encaissait son pourcentage. Mais c'est un médecin. Il a des diplômes, de l'expérience. Des diplômes, oui. Mais la conscience, lui, il l'a perdue en route. Clara savait qu'il lui fallait des alliés. Elle ne pourrait pas abattre un tel système seul. Et cet allié, elle le trouva là où elle s'y attendait le moins. Michel Stefani, le directeur de l'école locale, vint la voir de lui-même. C'était un homme d'âge moyen, au visage intelligent, au regard fatigué mais bienveillant. « Clara, dit-il en s'asseyant à la table de la cuisine, je voudrais vous parler. Je vous écoute. J'ai entendu parler de vos différends avec Stefano. Et je voulais vous dire. Vous avez raison. » Clara fut surprise. « Comment le savez-vous? Ma femme est morte il y a 2 ans. Un vrai cancer du sein, pas un inventé. Les derniers mois, elle souffrait atrocement. Matteux refusait de prescrire des antidouleurs puissants. Il disait qu'il ne fallait pas s'habituer à la morphine. Une femme qui meurt de douleur, et lui s'inquiétait de la dépendance. « Je me souviens de votre femme, dit doucement Maura. Une femme formidable, Marina. » Oui, acquiesça Michel. Après sa mort, j'ai commencé à observer le travail de notre feldsher. Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange, tous ces patients soi-disant condamnés vendent leur maison aux mêmes acheteurs. Vous avez vérifié? Bien sûr. Je ne suis pas seulement directeur, je suis aussi élu local. J'ai accès à certains documents. Et vous savez ce que j'ai découvert? Oliver Crimson, le principal bénéficiaire de toutes ces ventes, est le cousin du président de notre district. Clara siffla, étonnée. Les liens familiaux expliquaient bien des choses, la protection dont bénéficiait Matteux, et le refus des autorités locales d'enquêter sur lui. Et maintenant, demanda-t-elle. Il faut monter plus haut. À la préfecture régionale, au service de santé régional. Là-bas, Crimson n'a pas de famille. Et vous m'aiderez? Oui. Mais à une condition, il faut que nos preuves soient irréfutables. Une seule erreur, et on nous accusera de diffamation. Les 2 semaines suivantes, Clara et Michel travaillèrent comme de vrais enquêteurs. Ils organisèrent les faits, récoltèrent les témoignages, firent des copies de tous les documents. Grâce à ses contacts dans le milieu éducatif, Michel entra en relation avec des médecins du centre régional, qui confirmèrent que de nombreux diagnostics de Matteux étaient inventés.
En parallèle, ils commencèrent à parler discrètement aux habitants. Michel était très respecté dans la région, cela faisait 20 ans qu'il dirigeait l'école. Parents et enfants lui faisaient confiance. Quand il se mit à évoquer les magouilles du Feldscher, beaucoup se sentirent enfin prêts à exprimer leurs doutes. On a toujours eu des soupçons, avoua une institutrice. C'était étrange, cette histoire où les gens vendaient leur maison juste après avoir appris leur maladie. Et les acheteurs sortaient de nulle part. Vous vous rappelez de Samuel, à Oakville, ajouta la bibliothécaire. Matteux lui avait dit qu'il avait un cancer de la prostate. Le pauvre a paniqué et vendu sa maison pour 15 000 €. Maintenant il vit à Turin, en pleine forme, paraît-il. Petit à petit, une coalition se formait contre Matteux. Les gens comprenaient qu'ils avaient été dupés, que leurs voisins avaient été poussés à l'exil sous de faux prétextes. Mais le Feldscher n'avait pas dit son dernier mot. Il savait que des accusations graves se préparaient contre lui et se mit à riposter. Par l'intermédiaire de ses protecteurs, il tenta de faire pression sur Michel. Une inspection fut envoyée à l'école, chaque détail était scruté, les papiers, les programmes, l'état des locaux. On laissa entendre à Michel que son travail ne répondait plus aux standards modernes, qu'il était peut-être temps de laisser la place à une génération plus jeune. « Ils veulent me faire sauter », dit-il à Clara après une nouvelle inspection. « Si je perds mon poste, je perds tout crédit dans la région. » Alors il faut agir vite, décida Clara. Ils convinrent de se rendre la semaine suivante au centre régional, directement au parquet et au service régional de santé. Ils avaient assez de preuves et des témoins prêts à témoigner. Mais Matteux les devança. Le vendredi soir, une voiture de l'hôpital de district se gara devant la maison de Clara. Le Feldscher en descendit, accompagné de 2 hommes en blouse blanche. « Clara, » déclara solennellement Matteux, « nous avons des raisons de penser que vous devez subir une expertise psychiatrique. » « Sur quelle base ? » ? « Nous avons reçu des plaintes d'habitants à propos de votre comportement étrange. Vous diffusez de fausses informations, perturbez les soins, présentez des signes de paranoïa. » Clara comprit, c'était la dernière carte de Matteux, la tentative désespérée de l'écarter. Un internement psychiatrique aurait ruiné sa crédibilité. « Je refuse cet examen, » répondit-elle calmement. « Le refus est impossible. Nous avons une ordonnance signée du médecin-chef du district. Montrez les papiers. » Matteux tendit une feuille, cachet et signature à l'appui. L'ordonnance était bien remplie, avec mention de troubles délirants et de mégalomanie. « C'est un faux, » déclara Clara après lecture. « C'est un document officiel. Venez volontairement, tout se passera dans le calme. » À ce moment-là, Maura sortit de la maison. « Que se passe-t-il ? Clara, que veulent-ils ? » « Ils veulent m'emmener en hôpital psychiatrique, » expliqua Clara. « Quoi ? Mais elle est la personne la plus lucide que je connaisse. » s'exclama la vieille dame, horrifiée. « Maura, ne vous mêlez pas de ça, » dit Matteux. « C'est une affaire médicale. » « Ce n'est pas médical, c'est criminel, » hurla soudain Maura, si fort que les voisins l'entendirent. « C'est un escroc. Un menteur. Il fait fuir les gens de leur maison avec des faux diagnostics. » Ces cris attirèrent l'attention. Des habitants commencèrent à sortir. Une quinzaine de personnes s'attroupèrent. « Que se passe-t-il ? » demandait-il. « Maura, pourquoi tu cries ?» Encouragée, la vieille femme continua à dénoncer le Feldscher. « Il m'a dit que j'avais un cancer. Et Clara a vérifié mes papiers, pas de cancer, juste une gastrite. Ce type voulait que je vende ma maison pour rien. » Des murmures parcoururent la foule. Les gens se rappelaient leurs doutes. Maria aussi disait qu'on l'avait trompée, lança une femme. Et Abraham aussi, ajouta une voix masculine. Matteux comprit que tout lui échappait. « Citoyens, rentrez chez vous. C'est une affaire administrative. » « Quelle affaire ?» s'insurgea Raoul. « Vous avez menti aux gens, vous les avez poussés à vendre leur maison. »« Je n'ai rien fait de mal. Je travaille honnêtement. » Honnêtement, une nouvelle voix s'éleva, celle de Michel. « Alors expliquez pourquoi tous vos patients prétendument en phase terminale ont vendu leur maison au même acheteur ? » « Et vous, comment vous savez ça ?» cria Matteux. « Parce qu'on a vérifié, » répondit calmement le directeur. « Et on compte bien porter plainte. » La foule réagit par un murmure d'approbation. Matteux était déstabilisé, son plan avait échoué, et les accusations avaient été rendues publiques. « Tout ça, c'est des mensonges », tenta-t-il de se défendre. « Ils se sont ligués contre moi. »« Alors prouvez que nous mentons », lança Clara, le regard défiant. « Montrez les vrais résultats des analyses de Maura. Expliquez pourquoi, au lieu d'un cancer, elle a simplement une gastrite. » Il comprit qu'il était pris au piège. Sans un mot, il monta en hâte dans la voiture avec ses 2 acolytes et s'éloigna en laissant Clara et les habitants célébrer leur première victoire. Mais Clara savait que ce n'était que le début. Le vrai combat restait à venir. Après cette confrontation publique, les esprits s'échauffèrent dans le village. Ceux qui avaient gardé leurs doutes pour eux pendant des années commencèrent enfin à parler. Clara et Michel virent affluer les témoignages, diagnostics étranges, pression pour vendre, acheteurs mystérieux. Claudia, 70 ans, d'un village voisin, Elmwood, raconta une histoire glaçante. Matteux avait diagnostiqué une leucémie à son petit-fils adolescent. Paniquée,
Elle avait vendu sa maison pour 17 000 € afin de financer un traitement à Milan. Mais à l'hôpital pour enfants, les médecins avaient découvert une simple anémie due à une mauvaise alimentation. Je n'ai jamais compris comment il a pu affirmer un truc pareil, sanglotait Claudia. Le gamin allait bien pâle, oui, mais il a toujours été comme ça. Et cet homme m'a dit qu'il allait mourir dans un mois sans traitement. Et où vivez-vous maintenant ? Demanda Clara. On loue une chambre dans le chef-lieu. Il va à l'école là-bas. Et notre maison. Elle eut un sourire amer. C'est devenu une résidence secondaire. Grand portail, gros chien, même plus possible de s'approcher de l'endroit où il a grandi. Clara répertoria plus de 20 récits de ce genre. Des familles détruites, des maisons perdues, des vies brisées. Elle notait tout dans un gros cahier que Maura appela bientôt « Le livre des malheurs du peuple ». De son côté, Michel poursuivait ses recherches grâce à ses contacts dans le milieu éducatif. Et il découvrit que le phénomène n'était pas limité à leur district. Dans les régions voisines aussi, des médecins ou feldsher faisaient le même genre de manipulation, faux diagnostics, pression, puis vendent des biens à des entreprises immobilières. C'est un réseau entier, déclara-t-il à Clara un soir, alors qu'ils épluchaient des dossiers chez Maura. J'ai parlé à des collègues d'autres zones. Les mêmes cas reviennent partout où on prévoit de construire des lotissements ou des complexes touristiques. Donc ce n'est pas juste l'idée de Matteux ? Non. C'est une organisation criminelle bien structurée. Quelqu'un tire les ficelles au sommet. Maura, qui écoutait en silence, intervint soudain. Vous vous rappelez de ces gens venus du conseil régional l'année dernière ? Ils inspectaient les terrains, prenaient des mesures. Quand c'était ? S'intéressa Clara. Au printemps, peut-être en été. Il y avait un homme en costume chic avec d'autres personnes. Il disait vouloir construire un centre touristique ici. Et Matteux les a reçus. Bien sûr. Il les a même invités chez lui. J'ai vu ça de mon jardin. Ils discutaient dans sa cour. Clara et Michel se regardèrent. C'était une confirmation de plus, Matteux n'était pas un simple acteur, il faisait partie du système. Mais une semaine avant leur déplacement prévu au centre régional, un événement changea la donne. Une journaliste de la presse régionale arriva au village, Sandra Gordon, la cinquantaine, dynamique et pugnace. Elle enquêtait depuis des années sur la corruption dans le système de santé. Des collègues du milieu éducatif m'ont parlé de vous, expliqua-t-elle à Michel. Si ce que vous dites est vrai, on tient un gros scandale. Sandra était une professionnelle aguerrie. Elle interrogea méthodiquement toutes les victimes, consulta les documents et s'attarda sur les transactions immobilières. Ce qui l'intrigua le plus, ce furent les liens entre les acheteurs et les entreprises du bâtiment. J'ai un contact au cadastre, dit-elle à Clara. Il pourra retracer toute la chaîne des reventes. Et si mes soupçons se confirment, on est face à une escroquerie massive. 3 jours plus tard, Sandra revint avec des résultats spectaculaires. En quelques années, de nombreux terrains avaient été rachetés par des prête-noms. Montant total, plusieurs millions d'euros bien en dessous de leur valeur réelle. Mais le plus intéressant, ce n'est pas ça, dit-elle en étalant ses documents. Le plus important, c'est qui est derrière tout ça. Il s'avéra qu'Oliver Crimson n'était qu'un maillon. Le véritable bénéficiaire était un groupe nommé Riverside Investment, spécialisé dans la création de résidences de luxe pour une clientèle fortunée de Milan et d'autres grandes villes. Le propriétaire du groupe ? Wood Pfeiffer, député régional et homme d'affaires influent. Pfeiffer, répéta Michel, pensif. Ce nom me dit quelque chose. Il a été élu récemment, précisa Sandra. En campagne, il défendait les zones rurales et prônait le développement touristique. L'ironie était cinglante. Celui qui se posait en protecteur des campagnes les vidait discrètement de leurs habitants. Et Matteux dans tout ça, demanda Clara. Simple exécutant ou bien payé aussi ? D'après mes sources, les feldsher reçoivent entre 2 000 et 5 000 € par dossier réussi. Plus un salaire mensuel de Pfeiffer pour service de conseil. Joli revenu pour un soignant de campagne, grimaça Michel. Sandra prévoyait de publier son article dans la semaine. Mais avant cela, elle devait recueillir les commentaires de tous les intéressés y compris de Pfeiffer lui-même. Je sais que ça risque d'être dangereux pour vous, dit-elle à Clara et Michel. Dès la parution, les représailles vont commencer. Vous êtes prêts ? Oui, répondit Clara sans hésiter. Trop de gens ont souffert. Il faut que ça s'arrête. Et moi j'ai toujours enseigné à mes élèves la vérité et la justice, ajouta Michel. Je ne peux pas me taire aujourd'hui. Mais Matteux apprit vite la visite de la journaliste. Conscient du danger imminent, il décida de contre-attaquer. Il déposa une plainte au parquet pour diffamation contre Clara Martini et Michel Stefani. Il les accusait de colporter de fausses rumeurs, de nuire à sa réputation et d'empêcher l'exercice normal de son métier. Le lundi matin, la convocation arriva. Clara et Michel devaient se présenter au tribunal en tant que suspects dans une affaire de diffamation. C'est leur dernière tentative pour nous intimider, dit Michel. Mais on a nos preuves. On n'a rien dit qu'on ne puisse démontrer. Le principal, conseilla Sandra, c'est de rester calme. Ne répondez qu'aux questions, ne vous laissez pas entraîner dans des débats.
Au parquet, ils furent reçus par un jeune assistant du procureur, la trentaine, visiblement peu enthousiaste à l'idée de démêler une affaire aussi complexe. Vous comprenez, dit-il en feuilletant le dossier, nous avons une plainte déposée par un professionnel de santé vous accusant de propager de fausses informations à son sujet. C'est une accusation grave. Et nous avons des documents qui prouvent que ce que nous disons est vrai, répondit calmement Clara en posant sur la table un dossier rempli de copies de certificats médicaux. L'assistant du procureur commença à les examiner, à contre-cœur. Son visage trahissait qu'il comprenait que l'affaire était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait cru. Ces documents, d'où les tenez-vous ? Ce sont les patients eux-mêmes qui nous les ont fournis. Ils ont le droit de connaître le contenu de leurs dossiers médicaux. Et ce document-là, dit-il en soulevant un certificat, il est écrit « gastrite superficielle » alors que le plaignant affirme avoir diagnostiqué un cancer de l'estomac. C'est justement là tout le problème, expliqua Michel. Le feldsher dit une chose au patient, alors que les documents disent autre chose. Mais, c'est de la falsification de documents, balbutia l'assistant. Exactement, confirma Clara. Et nous demandons l'ouverture d'une enquête. L'interrogatoire dura 3 heures. L'assistant sortit à plusieurs reprises pour consulter sa hiérarchie. Il semblait ne pas savoir comment gérer une telle situation. Finalement, il revint et déclara. Une enquête va être ouverte sur la base de votre signalement. Quant à la plainte déposée par Matteux, nous allons suspendre toute procédure tant que les faits ne seront pas éclaircis. En sortant du parquet, Clara ressentit un étrange soulagement. Pour la première fois, leur version avait été entendue officiellement. Personne ne les avait balayés d'un revers de main. Je pense que l'article de Sandra y est pour beaucoup, dit Michel. Le parquet ne veut pas passer pour complice de la corruption. Et en effet, l'article dans le journal régional avait eu l'effet d'une bombe. Des escrocs médicaux chassent les anciens de leur village, voilà le titre choc à la une, avec un dossier complet sur tout le système frauduleux. Tous les noms étaient cités, y compris celui du député Pfeiffer. La réaction ne se fit pas attendre. Dès le lendemain, une commission du département régional de la santé arriva au village. Matteux fut suspendu de ses fonctions pendant la durée de l'enquête. Le directeur de l'hôpital de district fut convoqué au chef-lieu pour fournir des explications. Mais Pfeiffer et son équipe n'avaient pas l'intention de se laisser faire. 2 jours plus tard, une conférence de presse fut organisée dans la région. Le député y déclara être la cible d'une campagne de désinformation menée par des rivaux jaloux. Il affirma n'avoir jamais eu de lien avec Matteux ni avec les transactions immobilières, toutes, selon lui, parfaitement légales. On cherche à me salir parce que j'ai du succès, déclara Pfeiffer aux journalistes. Je suis prêt à défendre mon honneur devant les tribunaux. Dans le même temps, une campagne de dénigrement visant Sandra fut lancée sur Internet. On l'accusait de partialité, d'être payé par des concurrents de Pfeiffer, voire de nourrir une haine personnelle envers lui. C'est toujours pareil, dit Sandra à Clara au téléphone. Quand on ne peut pas contester les faits, on s'attaque à la personne. Mais je suis prête. Pendant ce temps, l'enquête du département régional de la santé s'intensifiait. Depuis une semaine, la commission interrogeait les patients, vérifiait les dossiers médicaux, évaluait les compétences des soignants. Les résultats furent pires que ce que Clara avait imaginé. On découvrit que Matteux n'avait pas le droit de poser bon nombre des diagnostics mentionnés dans ses rapports. Un feldsher peut administrer les premiers soins, mais seuls les oncologues certifiés peuvent diagnostiquer un cancer après des examens spécialisés. On trouva également de graves irrégularités dans les dossiers. Beaucoup des analyses évoquées par Matteux n'avaient jamais été faites, ou bien leurs résultats avaient été falsifiés. Le directeur de l'hôpital tenta de rejeter toute la faute sur Matteux. Il travaillait de façon autonome. On ne surveillait pas chacun de ses actes. C'est un professionnel expérimenté, on lui faisait confiance. Mais la commission découvrit vite que le directeur ne pouvait ignorer les irrégularités. Trop de plaintes avaient été déposées, trop de documents étaient incohérents. À la 2e semaine de l'enquête, le parquet régional entra en scène. Une procédure pénale fut ouverte pour fraude et abus de pouvoir. Matteux fut arrêté sur son lieu de travail. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs découvrirent des documents prouvant ses liens avec les entreprises de Crimson, ainsi que plus de 50 000 € en liquide. « D'où vient tout cet argent » lui demandèrent les enquêteurs. « J'ai économisé » répondit Matteux. « J'ai mis de côté. » Avec un salaire de 1 000 € par mois sur 15 ans, même sans rien dépenser, vous ne pouvez pas atteindre cette somme. Matteux savait qu'il était pris, mais il continua à nier. Il affirma avoir toujours agi avec honnêteté, et que les ventes de maisons étaient des décisions personnelles des patients. L'arrestation de Matteux fut un signal pour les autres membres du réseau. Crimson tenta de fuir à l'étranger, mais fut arrêté à l'aéroport. Dans son bureau, on trouva des preuves de paiement régulier à des professionnels de santé pour des services de conseil. Pfeiffer, pour l'instant, restait libre, son immunité parlementaire le protégeait. Mais le parquet avait déjà saisi le conseil régional pour demander la levée de son mandat. À Riversade, la vie reprenait peu à peu son cours. Maura allait mieux de jour en jour. Le simple traitement contre la gastrite prescrit par Clara faisait des miracles. Elle avait repris du poids, avait meilleure mine, était plus active.
Clara, dit-elle un matin, j'aimerais vous demander quelque chose. Je vous écoute. Vous n'avez jamais pensé à rester ici pour de bon? Vous voyez bien, les gens vous aiment, vous respectent. Vous êtes utile ici. Clara réfléchit. En effet, depuis des mois, elle s'était sentie utile comme jamais à la clinique de Milan. Ici, chaque conseil comptait, chaque parole avait du poids. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je n'y ai pas encore pensé. Et c'est dommage. Michel, par exemple, il demande souvent de vos nouvelles. Clara rougit. Dans quel sens? Dans le plus clair. C'est un homme bien, droit. Sa femme était une personne formidable, que Dieu ait son âme. Mais la vie continue. Et vivre seul, c'est dur. Clara rougit encore davantage. C'est vrai que Michel venait de plus en plus souvent parfois pour parler de l'affaire, parfois juste pour un thé. Leur conversation durait des heures. Ils parlaient d'autres choses aussi, de livres, de la vie, de l'avenir. Maura, ce n'est peut-être pas le moment. Mais si, ma chérie, justement. À notre âge, il ne faut pas perdre de temps. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Que attendez-vous? Le soir même, Michel vint effectivement lui rendre visite. Ils étaient assis dans la cuisine, buvant du thé accompagné de confitures de groseilles préparées par Maura. Clara, dit-il soudain, j'aimerais vous poser une question. Le cœur de Clara accéléra. Et si Maura avait eu raison? Quelle question? Avez-vous déjà songé à rester ici? Dans notre canton? On a vraiment besoin d'un médecin. Surtout quelqu'un comme vous. Dans quel sens? Dans le sens le plus direct. J'ai parlé avec le nouveau chef de canton, celui qui a remplacé l'ancien après tous ces scandales. Il est prêt à vous proposer un poste de responsable du dispensaire, avec un bon salaire et un logement de fonction. Un logement de fonction. Ou bien vous pouvez rester ici, avec Maura. Elle dit que la maison est désormais la vôtre aussi. Clara regarda Michel et comprit soudain que ce n'était pas seulement une affaire de travail. Il y avait dans ses yeux une chaleur qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Ce n'était pas de la passion, ni de l'amour fulgurant, mais quelque chose de plus profond, de la compréhension, du respect, l'envie de faire un bout de chemin ensemble. « Et vous, qu'en pensez-vous » demanda-t-elle. « Est-ce que je devrais rester ?»« Je pense que oui » répondit-il doucement. « Mais pas seulement pour le travail. »« Pourquoi d'autre alors ?»« Parce que je serais très triste si vous partiez. » Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais c'était encore plus précieux l'aveu qu'elle faisait désormais partie de sa vie, que sa présence comptait. « Je vais y réfléchir » dit Clara. Sincèrement. Le lendemain matin, une nouvelle bouleversa définitivement le cours des choses. Le téléphone sonna à 7 heures. Clara dormait profondément pour la première fois depuis des mois, aucun cauchemar de patiente malade ou de mari infidèle ne venait troubler son sommeil. Maura était déjà debout et s'activait en cuisine. Clara, téléphone, appela la vieille dame. C'est quelqu'un de Milan. Clara enfila son peignoir et prit l'appel. Une voix masculine, jeune, se présenta comme assistant du procureur de Milan. Madame Clara Martini. Oui. Vous avez bien déposé une demande de divorce avec monsieur Niccolo Martini. Oui, pourquoi? Il se trouve que nous avons besoin de votre témoignage. Votre ex-mari a été arrêté pour une affaire de fraude à grande échelle. Le parquet souhaite vous entendre à ce sujet. Clara s'assit brusquement. Niccolo arrêté? Pourquoi faire? Quelles sont les accusations exactes? Mise en place d'un système de type pyramidal. Il collectait les fonds d'investisseurs pour des centres commerciaux fictifs. L'argent était utilisé à des fins personnelles. Le préjudice s'élève à plus de 5 millions d'euros. Mais quel est mon lien avec ça? Nous sommes divorcés depuis 6 mois. Une partie des fonds aurait été transférée sur des comptes à votre nom. Il nous faut déterminer si vous étiez au courant. Un bourdonnement résonna dans la tête de Clara. Niccolo avait ouvert des comptes à son nom? Quand? Pourquoi? Je ne sais rien de tout ça. Nous n'avons plus aucun contact depuis des mois. C'est précisément pour cela que votre témoignage est crucial. Afin de vous écarter de toute suspicion. Quand dois-je venir? Le plus tôt possible. L'affaire fait beaucoup de bruit. De nombreuses victimes demandent réparation. Après avoir raccroché, Clara resta longtemps silencieuse. Ainsi, Niccolo ne s'était pas contenté de la trahir. Il l'avait aussi impliquée, à son insu, dans ses magouilles. Heureusement qu'elle était partie à temps. Que se passe-t-il, ma chérie? Demanda Maura, inquiète. Vous êtes toute pâle. Clara lui raconta l'appel. La vieille dame poussa un cri. Mon Dieu! Encore un escroc. Un ici, un autre à Milan. Maura, je dois y aller. Témoigner, faire la lumière sur ses comptes. Bien sûr, vas-y. Moi, je m'occupe de la maison. Mais promets-moi une chose, reviens. D'accord? Sa voix tremblait. En quelques mois, elles étaient devenues comme mère et fille, et Maura redoutait que les ennuis milanais ne l'éloignent à jamais du village. 1 heure plus tard, la voiture de Michel arriva devant la maison. Il venait, comme à son habitude, partager un thé et discuter des dernières nouvelles de l'affaire Matteux. Mais en voyant les valises prêtes, il s'arrêta net. « Vous partez ?» Clara lui expliqua l'appel du parquet. Michel écoutait, de plus en plus préoccupé. « Je vois, dit-il enfin.
Donc, vous partez vraiment? Ce n'est que temporaire. Je donne mon témoignage et je reviens. Et si vous ne revenez pas, demanda-t-il à voix basse. Et si Milan vous donnait une raison d'y rester? Il n'y en aura pas, dit fermement Clara. Ma vie est ici, maintenant. C'est vrai? C'est vrai. Il lui prit soudain la main. Clara, je veux que vous sachiez. Je vous attends. On vous attend tous. Le village ne sera plus le même sans vous. Je reviendrai, promit elle, le cœur rempli de chaleur. J'ai une maison ici. Et des gens que j'aime. Le trajet jusqu'à Milan prit 6 heures. Clara repensait à tout ce qui avait changé dans sa vie ces 6 derniers mois. 6 mois plus tôt, elle était une médecin reconnue à Milan, l'épouse d'un homme d'affaires prospère, vivant dans un quartier chic. Aujourd'hui, elle était médecin de campagne, dans une maison en bois chauffée au poêle. Et pourtant, elle n'avait jamais été aussi heureuse. À Milan, elle fut accueillie par une atmosphère étrangère et glaciale. Une immense ville, des visages fermés, de la précipitation, du smog. Comment avait-elle pu vivre ici? Comment n'avait-elle pas vu toute cette morosité? Le bureau du procureur se trouvait dans un bâtiment austère. L'enquêtrice, une femme d'âge moyen, fatiguée et usée, lui expliqua les détails de l'affaire. Votre ex-mari a créé plusieurs entreprises censées construire des centres commerciaux en périphérie, dit-elle en feuilletant des dossiers. Il attirait des investisseurs en leur promettant des bénéfices élevés. Les gens mettaient toutes leurs économies, vendaient leurs appartements. Et ensuite, on a découvert qu'aucun chantier n'existait. L'argent servait à acheter des voitures de luxe, des biens immobiliers, des voyages. Rien qu'en voiture, il y en a pour 200 000 euros. Et moi, dans tout ça? Certaines de ces sociétés ont été enregistrées à votre nom. Vous êtes mentionnée comme fondatrice de 2 entreprises et plusieurs comptes bancaires ont été ouverts avec votre passeport. Clara resta bouche bée. Elle n'avait jamais entendu parler de ces sociétés. C'est impossible. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit. C'est justement pour ça qu'on vous a convoqué. Nous pensons que des documents ont été falsifiés. Nous avons besoin d'une déclaration formelle de votre part, indiquant que vous n'avez jamais autorisé l'usage de vos données. L'interrogatoire dura 4 heures. Clara raconta en détail sa vie avec Niccolò, comment il avait pu accéder à ses papiers, et qu'elle ne s'était jamais intéressée à ses affaires. Vous lui aviez donné une procuration pour les affaires familiales, demanda l'enquêtrice. Oui, pour l'achat de notre appartement et la gestion de crédit. Voilà. Il s'en est servi pour monter ses sociétés. Et vous n'avez rien remarqué? Je travaillais jour et nuit. Je rentrais rarement à la maison. Je lui faisais confiance. Malheureusement, ça arrive souvent. Des maris créent des entreprises au nom de leurs femmes pour pouvoir tout leur faire porter s'il y a un problème. En sortant, Clara se sentait vidée. Niccolò ne s'était pas seulement montré infidèle, il l'avait aussi mise en danger pénalement. Heureusement qu'elle était partie à temps. Dehors, c'était novembre. Froid, gris, humide. Clara marchait dans les rues familières sans les reconnaître. Voilà l'immeuble où elle avait vécu avec Niccolò, sûrement la nouvelle épouse y vivait maintenant avec leur enfant. Voilà la clinique où elle travaillait, les lumières brillaient aux fenêtres, les médecins recevaient les patients. Elle entra. Ses anciens collègues l'accueillirent avec joie. « Clara! Quelle surprise! Tu nous as manqué !» lança Natacha, une jeune médecin. « Alors, la campagne? Tu ne t'en lasses pas de jardiner? Tu as assez joué à la paysanne, plaisanta le chef de clinique, Christian. Reviens à la vraie vie. Ton poste t'attend. La vraie vie. Un travail prestigieux, un bon salaire, des opportunités de carrière. Tout ce dont rêvent des milliers de gens. Et pourtant, pour Clara, tout cela semblait artificiel, creux. Merci, répondit-elle. Mais j'ai déjà trouvé ma place. À la campagne, s'étonna Christian. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là-bas? Quels sont tes projets d'avenir? J'en ai de bons. Et un bel avenir aussi. Le soir, elle s'installa dans un hôtel confortable, avec une vue panoramique sur la ville. Clara se tenait à la fenêtre, contemplant les lumières de Milan et pensant aux soirées paisibles du village, aux thés partagés avec Maura, aux longues discussions avec Michel. Sandra, la journaliste, l'appela. « Clara, comment ça va? J'ai entendu dire que tu étais à Milan. » « Oui, pour des raisons personnelles. J'ai de bonnes nouvelles. Pfeiffer a perdu son mandat de député. Il sera arrêté demain. » Voilà une excellente nouvelle. Et ce n'est pas tout. Tout le réseau s'est effondré. Dans d'autres cantons, des médecins ont aussi été arrêtés pour diagnostic frauduleux. Je pense que tu as sauvé des dizaines de familles. Nous les avons sauvées. Ce n'était pas juste moi. Bien sûr. D'ailleurs, tu rentres quand? Michel m'a appelé, il demandait. Je repars demain. Et Milan, ça ne te tente pas de rester? Non. Ma maison est à Riverside maintenant. Le lendemain, avant de repartir, Clara décida de rendre visite à son ex-mari en prison. La visite ne dura que 30 minutes, mais cela suffit à confirmer qu'elle avait fait le bon choix en le quittant. Niccolò avait vieilli, amaigri. Son costume de luxe avait été remplacé par une tenue de détenu. Toute assurance avait disparu.
Clara, dit-il en la voyant, je suis content que tu sois venue. J'ai besoin de ton aide. Quelle aide? De l'argent. Pour un bon avocat. On m'en a assigné un d'office, il est nul. Tu n'avais pas une jeune femme riche? Demande-lui. Isabella. Il ricana amèrement. Elle a disparu dès qu'elle a appris mon arrestation. Elle a emmené l'enfant et changé de numéro. Et tu penses que je vais t'aider? Tu sais bien que je ne voulais pas te causer de problème. Il me fallait juste un nom pour les documents, et tu étais ma femme. J'étais. Ce n'est plus le cas. Et je ne t'aiderai pas. Clara, on a vécu 20 ans ensemble. Oui. Et en 20 ans, j'ai appris une chose, tu ne penses qu'à toi. Quand tout allait bien, tu m'as quitté. Maintenant que tout va mal, tu reviens. Je ne pouvais pas prévoir. Tu savais que tu trompais les gens. Tu savais que tu utilisais mon nom sans mon accord. Et tu n'as rien dit. Nicolo baissa la tête. Il n'avait plus rien à dire. Adieu, Nicolo, dit Clara en se levant. Je te souhaite d'avoir ce que tu mérites. En sortant de la prison, elle se sentit étrangement soulagée. Le dernier lien avec son ancienne vie venait de se rompre. Elle était enfin libre. Le retour à la maison, oui, chez elle lui sembla rapide. À chaque kilomètre, son cœur se remplissait de joie. Voilà déjà le centre régional, les virages familiers, et bientôt, les paysages qu'elle aimait tant. À Riverside, elle fut accueillie comme une héroïne. Maura pleurait de joie, les voisins sortaient la saluer, même les chiens du coin aboyaient joyeusement. Je pensais que tu ne reviendrais pas, avoua la vieille dame. Je croyais que Milan te reprendrait. Milan, c'est mon passé, répondit Clara. Mon avenir est ici. Le soir, Michel passa la voir. Il avait apporté un bouquet d'astés tardifs, les dernières fleurs de l'automne. Alors, comment ça s'est passé à Milan? Demanda-t-il. Tout est réglé. Je suis enfin libre. Et tu as pris une décision? Pour le travail, pour l'avenir? Clara le regarda, et soudain comprit que la décision était déjà prise. Pas par sa tête, mais par son cœur. Je reste. Pour de bon. Tu es sûre? Sûre. Et ça te rend heureuse? Beaucoup, dit-elle en prenant sa main. Pour être honnête, j'avais peur que tu changes d'avis. Que tu réalises qu'on est tous un peu simples, un peu rustiques ici. Michel, l'interrompit Clara. Ces derniers mois, j'ai compris une chose, les gens les plus brillants sont parfois les plus vides. Et les plus simples, les plus vrais. Tu ne vas pas t'ennuyer? Sans théâtre, sans restaurant, sans les distractions de la ville? Je ne risque pas. Ce qu'on vit ici, aucun théâtre ne pourrait l'imaginer. Il éclata de rire. C'est sûr. Surtout après l'affaire Matteux. D'ailleurs, il en est où? Toujours en prison. Le procès est prévu pour décembre. Il risque 5 ans. Pfeiffer, lui, a pris 8 ans de prison ferme. C'est juste. Oui. Et surtout, les gens commencent à revenir. Maria a réussi à racheter sa maison. C'est cher, mais elle l'a fait. Alors notre combat n'a pas été vain. Non, vraiment pas, confirma Michel. D'ailleurs, une commission régionale arrive demain. Ils vont décider de l'avenir du dispensaire. Si tu acceptes le poste, on pourra ouvrir un vrai centre médical d'ici 1 mois. J'accepte sans hésiter, dit Clara. Je ne t'ai même pas dit les conditions. Peu importe. Tout est mieux qu'une vie sans sens. Il la regarda longuement, puis s'approcha et l'embrassa sur le front, doucement, tendrement, comme un père embrasse sa fille. Tu sais, Clara, murmura-t-il, je suis vraiment heureux que tu sois venue ici. Et encore plus que tu sois restée. Moi aussi je suis heureuse, répondit-elle. Pour la première fois depuis des années, vraiment heureuse. Dehors, la première neige tombait douce, légère, recouvrant la terre d'un manteau blanc. L'hiver s'installait, mais dans la maison, il faisait chaud et bon. Le thé fumait sur la table, des gens chers étaient réunis, et devant eux s'ouvrait une nouvelle vie pas facile, mais honnête, pas riche, mais pleine de sens. Tu te souviens, dit Maura en versant le thé, de la façon dont tu es arrivé il y a 6 mois? Si perdu, si triste. Et regarde-toi maintenant. Clara se regarda dans le miroir. Son visage s'était coloré sous l'air de la campagne, ses yeux brillaient, il y avait cette étincelle qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps. Oui, admit-elle, j'ai beaucoup changé. Et tu sais quoi? J'aime ce changement. Nous aussi on l'aime, ajouta Michel. Beaucoup. La neige continuait de tomber, enveloppant le village dans un silence ouaté. Et dans la maison, la lumière brillait. 3 personnes buvaient du thé, faisaient des projets pour l'avenir, et étaient sincèrement heureuses. Parce que le bonheur, ce n'est pas toujours de l'argent ou un titre prestigieux. Parfois, c'est juste une maison chaleureuse, des gens bons autour de toi, et le sentiment d'être exactement à ta place. L'hiver à Riverside fut rude, mais magnifique. Il y eut tant de neige que le village ressemblait à un royaume enchanté. Les maisons semblaient des biscuits glacés sous des toits poudrés, et les sapins centenaires ressemblaient à de vieux géants en manteau d'hermine. Clara s'adapta vite à la vie hivernale du village. Elle apprit à chauffer le poêle correctement pour avoir chaud même lors des grands froids. Elle devint experte en coupe de bois, le bouleau chauffait plus fort, le pain dégageait un parfum agréable.
Maura fut une professeure patiente, enseignant à la citadine maladroite les secrets du quotidien rural. Tu vois, ma chérie, expliquait-elle en pétrissant la pâte, la vie en ville prive les gens des bonheurs simples. À Milan, tu achetais ton pain. Ici, tu le fais toi-même. Tu sens la différence? Clara la sentait vraiment. Le pain qu'elle cuisait de ses mains n'était pas juste de la nourriture, c'était un symbole de foyer, de chaleur, d'autonomie. Quand elle sortait les miches dorées du four, la maison se remplissait d'un tel parfum qu'elle en avait les larmes aux yeux. Le dispensaire ouvrit en janvier. Une petite salle dans l'ancienne mairie fut transformée en cabinet médical. Équipement moderne, médicaments, possibilité de faire des analyses de base. Clara fut nommée médecin généraliste, avec un salaire 2 fois moindre qu'à Milan, mais qui lui semblait un véritable trésor. Les patients affluèrent immédiatement. Beaucoup n'avaient pas été soignés depuis des années. Se rendre à l'hôpital du district était compliqué et cher, et l'ancien infirmier avait plus fait de mal que de bien. Clara travaillait sans relâche, mais cette activité lui procurait une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue dans la prestigieuse clinique milanaise. Clara, disait Raoul, l'épouse du chauffeur de tracteur, en amenant sa fille cadette, comme on est chanceux que vous soyez venu. On a enfin un vrai médecin. Clara était particulièrement touchée par les remerciements des anciens. Ces personnes âgées, rongées par les douleurs depuis des années, retrouvaient leur vitalité avec les bons soins. Le vieux Sam, 83 ans, après un traitement pour ses lombalgies, s'activait à nouveau dans son potager. Mamie Claire fut enfin libérée de ses migraines, qui venaient d'une mauvaise correction de lunettes. « Docteur, dit un jour Sam en lui offrant un panier de carottes, savez-vous ce que c'est que le vrai bonheur? » Non, dites-moi. C'est se réveiller le matin sans aucune douleur. Je croyais ne plus jamais connaître ça. Et vous me l'avez redonné. Ces mots lui serraient la gorge. À Milan, on la remerciait avec de l'argent, des cadeaux de luxe, des recommandations auprès de gens influents. Ici, on la remerciait avec des légumes, des chaussettes tricotées, des tartes maison. Et cette reconnaissance avait plus de valeur que tout le reste. Clara avait aussi noué un lien très spécial avec les enfants. Il y en avait peu au village, les jeunes familles partaient en ville alors chaque enfant était précieux. Clara soignait les angines, pansait les genoux, faisait les vaccins, suivait leur croissance. Il n'avait plus peur du docteur alléché. Tante Clara était devenue une fête. « Pourquoi t'es partie de Milan ?» demanda un jour la petite Mia, fille du mécanicien local. « Là-bas, les gens vivent mieux, non ?»« Moi, je vis mieux ici, » répondit Clara. « Ici, c'est ma maison, mes amis, mon travail. »« Et ça te manque pas ?»« Non, pas du tout. Et toi, tu voudrais aller à Milan ?»« Je sais pas, » dit la petite après un moment. « Papa dit que là-bas, les gens sont méchants et pressés. Moi j'aime bien les gentils. » De la bouche des enfants. Clara comprit que cette petite sentait instinctivement ce qu'elle-même avait compris après 6 mois ici, les gens étaient plus gentils, plus ouverts, plus vrais. Sa relation avec Michel avançait lentement, mais sûrement. Ils venaient presque tous les soirs pour partager les nouvelles, aider à bricoler, ou juste boire un thé. Leur conversation devenait plus personnelle, plus profonde. Clara apprit que Michel avait passé 30 ans dans l'éducation. Il avait commencé comme professeur d'histoire, puis était devenu directeur. Il avait perdu sa femme il y a quelques années, un cancer du sein. Ils n'avaient pas eu d'enfants, même s'ils en rêvaient. Karen s'est battue longtemps, confia-t-il un soir, après que Maura soit montée se coucher. On espérait toujours. Elle était forte, optimiste. Jusqu'au bout, elle croyait en la guérison. Vous l'aimiez beaucoup, dit Clara. Ce n'était pas une question. Oui. C'était une femme lumineuse. Elle enseignait la littérature et animait un atelier de théâtre. La moitié du village est passée par ses cours. Vous ne vous sentez pas coupable, en vous rapprochant de moi? Michel resta silencieux un long moment, regardant la neige tomber derrière la vitre. Tu sais ce que Karen m'a dit avant de mourir? Ne t'enterre pas vivant. Trouve une bonne femme et sois heureux. Elle ne voulait pas que je reste seul. C'était une femme sage. Oui, et elle serait heureuse que je t'ai rencontré. Ces mots touchèrent Clara profondément. Elle savait qu'il y avait entre eux plus que de l'amitié. Mais elle ne voulait pas se précipiter après la trahison de Niccolò, elle avait besoin de temps pour croire à l'amour à nouveau. En février, un événement les rapprocha encore davantage. Une commission régionale vint inspecter le nouveau dispensaire du village. À sa tête, le vice-ministre régional de la Santé. « Docteur Martini, dit-il après avoir examiné les rapports de Clara, les indicateurs sont très bons. Le taux de maladie a baissé, les transferts vers l'hôpital de district aussi. Mais j'ai une proposition à vous faire. » Je vous écoute. Le poste de chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital régional vient de se libérer. Le salaire est 5 fois plus élevé qu'ici, logement de fonction inclus, avec de belles perspectives de carrière. Qu'en pensez-vous? Clara fut déstabilisée. L'offre était tentante, revenir à sa spécialité, obtenir un poste important. Mais l'idée de quitter le village lui était insupportable. Il faut que j'y réfléchisse, dit-elle. Bien sûr. Mais vous devez faire vite, il y a du monde sur les rangs. Le soir, Clara parla de la proposition à Maura et Michel. La vieille femme se montra tout de suite inquiète. « Oh ma chérie, tu vas nous quitter encore?
On s'était habitué à avoir une vraie docteure. Maura, je n'ai pas dit que j'acceptais. Mais tu vas y penser, demanda Michel, un peu tendu. Bien sûr. C'est une proposition sérieuse. Qu'est-ce qui te tente? L'argent? La carrière? Je ne sais pas, avoua honnêtement Clara. Peut-être la possibilité d'aider plus de monde? Ou peut-être une certaine nostalgie de la grande vie. Tu crois que la vie milanaise te manque? Je ne sais pas. Tout le monde doute parfois de ses choix. Cette nuit-là, Clara peina à trouver le sommeil. Voulait-elle vraiment rester au village pour toujours? Ou n'était-ce qu'une pause, un moment pour penser ses blessures? Et si, dans 1 an ou 2, elle rêvait à nouveau de la ville, de la médecine de pointe, d'un environnement plus intellectuel? La réponse arriva le lendemain. Au matin, une jeune femme Sarah, l'épouse d'un chauffeur du village vint la voir. Elle avait 24 ans et attendait son 2e enfant. « Clara, dit-elle, les larmes aux yeux, aidez-moi, s'il vous plaît. Quelque chose ne va pas avec le bébé. » Sarah se plaignait de douleurs au ventre et de perte de sang. Clara l'examina et suspecta une menace de fausse couche. Au dispensaire, elle ne pouvait fournir que les premiers soins. L'hôpital de district était à 1 heure, celui de la région à 3. « Il faut vous hospitaliser tout de suite, dit Clara. Je vais appeler une ambulance. » L'ambulance ne viendra pas, sanglota Sarah. Il y a eu une tempête hier, les routes sont impraticables. Le policier du coin a dit que ce serait bouché jusqu'à ce soir. Clara était perdue. L'état de Sarah empirait, et elle n'avait presque rien pour l'aider. À Milan, tout aurait été réglé en 30 minutes: échographie, analyse, hospitalisation. Mais ici, Michel, appela-t-elle. Il faut votre aide, tout de suite. Il arriva 5 minutes plus tard. En écoutant Clara, il se mit aussitôt en action. J'ai un 4x4 avec des chaînes. On va tenter de rejoindre l'hôpital du district. C'est risqué, dit Clara. Les routes peuvent être complètement bloquées. Et on fait quoi sinon? On attend sans rien faire? Le trajet fut un cauchemar. Le 4x4 avançait lentement, s'enfonçait dans la neige, patinait. Michel dut plusieurs fois descendre, pelleter, pousser le véhicule. Clara restait près de Sarah, surveillait son état, priant intérieurement qu'ils arrivent à temps. Ils atteignirent l'hôpital après 1h30. Sarah fut emmenée directement en salle d'opération. Clara attendait dans le couloir, le cœur serré. Michel, transi, épuisé, restait silencieux à ses côtés, prêt à attendre aussi longtemps qu'il faudrait. « Pourquoi vous avez fait ça ?» demanda Clara. « On aurait pu y rester sur la route. »« Et sinon ?» répondit-il simplement. « Sarah, c'est l'une des nôtres. On est responsables les uns des autres ici. À Milan, personne ne l'aurait fait. Peut-être. Mais on n'est pas à Milan. » 2 heures plus tard, un médecin sortit. « Tout va bien. Le bébé et la mère sont saufs. 1 heure de plus, et c'était trop tard. » Clara fondit en larmes. Michel lui entoura les épaules. « Vous voyez, vous avez sauvé une vie. 2 vies. On les a sauvées ensemble. Sans vous, je n'aurais rien pu faire. Ensemble. » Le chemin du retour fut plus facile, les routes ayant été dégagées. Clara regardait les champs enneigés, les quelques lumières dans les maisons, et sentait que ce monde était le sien. Ici, chaque personne comptait, chaque vie avait un sens, chacun était prêt à aider. « Michel, dit-elle soudain, vous aimeriez que je reste? » Bien sûr que j'aimerais. Mais c'est à vous de décider. Et si je reste? Qu'est-ce que ça changerait entre nous? Il arrêta la voiture, se tourna vers elle. « Clara, je ne veux pas vous presser. Je sais qu'après ce que vous avez vécu, vous avez besoin de temps. Mais je veux que vous sachiez une chose, vous comptez beaucoup pour moi. Pas seulement comme docteur, mais comme femme. Comme personne avec qui j'aimerais partager ma vie. Peut-être même, comme future épouse, si vous en avez envie. » Le cœur de Clara s'accéléra. Une demande en mariage? Là, dans la voiture, au milieu d'une route enneigée? Ne répondez pas tout de suite, ajouta-t-il. Réglez d'abord votre décision sur le travail, et puis, on parlera de nous. Le lendemain, Clara appela le vice-ministre. Merci pour votre offre, mais je reste ici. C'est dommage, répondit le fonctionnaire. Vous passez à côté d'une belle opportunité. Non, répliqua Clara. Je saisis une vraie opportunité. Celle d'être réellement utile. Le soir, elle annonça sa décision à la maison. Maura leva les mains au ciel de bonheur. Mon Dieu, quelle bonne nouvelle! J'avais peur d'être seule encore une fois. Tu ne seras plus seule, promit Clara. On est une famille maintenant. Une famille, s'étonna la vieille dame. Michel en fera partie aussi. Clara rougit. Ce n'est pas encore décidé. Qui a-t-il à décider? S'exclama Maura. Vous allez si bien ensemble, vous êtes tous les deux de bonnes personnes. Pourquoi attendre? Effectivement, pourquoi attendre? Clara avait 52 ans, Michel 55. À leur âge, inutile de jouer aux amourettes sans fin. Quand il y a de l'amour et de la complicité, c'est suffisant pour être heureux. Maura, dit Clara, que pensez-vous des mariages? Comment ça, que j'en pense? J'adore les mariages. Surtout quand ce sont des gens bien qui se marient. Et les mariages de printemps? Encore mieux.
Le printemps, c'est l'amour, le renouveau. Clara sourit. La décision était prise. Restait à en parler à Michel. Mais elle savait déjà ce qu'il lui dirait. La neige tombait toujours dehors, mais dans l'air flottait déjà un souffle de printemps. Mars approchait, le redout avec, et une nouvelle vie s'annonçait dans tous les sens du terme. Clara s'approcha de la fenêtre et regarda le village enneigé, les lumières chaleureuses aux fenêtres des maisons voisines. Quelque part, dans l'une de ces maisons, la jeune Sarah était allongée auprès de son mari, pleine d'espoir pour l'avenir, heureuse que leur bébé ait été sauvé. Ailleurs, le vieux Sam pensait avec gratitude à la docteure qui l'avait soulagé de ses douleurs. Et des enfants s'endormaient, rassurés à l'idée que, demain, s'ils tombaient malades, une gentille « Tati docteur » serait là pour les aider. Dans ce monde tranquille et blanc, Clara se sentait à sa place, utile, vivante. Elle avait trouvé sa maison, sa famille, son amour. Que faut-il de plus pour être heureux? Le printemps arriva tôt et avec force à Riverside. Dès la mi-mars, la neige commença à fondre, transformant les chemins du village en boue épaisse, et l'air se remplit de cette odeur si particulière de la terre qui s'éveille, une odeur qu'on ne sent jamais en ville. Maura, ragaillardie par la fin de l'hiver, se lança dans les préparatifs du potager. « Clara, disait-elle en examinant des sachets de graines, cette année, on plantera des concombres précoces. Et des tomates qui donnent jusqu'au gelé. Et bien sûr des fleurs des astées, des soucis, des cosmos. Juste à temps pour le mariage. » « Quel mariage ?» demanda Clara, un peu gênée. « Le vôtre avec Michel, quel autre ?» rit la vieille dame. « Tu crois que je ne vois rien? Je vois bien comment il te regarde, comment toi tu le regardes. À notre âge, faut pas trop attendre. » En effet, la relation entre Clara et Michel était arrivée à un moment où il fallait prendre une décision. Ils passaient presque tout leur soir ensemble, parlaient de l'évolution du dispensaire, échangeaient sur des livres, partageaient des souvenirs. Entre eux, une intimité profonde s'était installée, celle qui naît entre deux personnes ayant connu la souffrance et trouvé en l'autre une vraie compréhension. La discussion sur l'avenir eut lieu à la fin mars, alors qu'ils se promenaient dans le village, admirant les premières touffes d'herbe apparentes. Michel s'arrêta près d'un vieux bouleau au bourgeon déjà gonflé. « Clara, dit-il en lui prenant la main, je ne peux plus me taire. J'ai 55 ans, tu en as 52. On n'a pas de temps à perdre avec de longues attentes. Que veux-tu dire? Que je t'aime. Pas comme à 20 ans avec fougue et imprudence. Mais avec cette tendresse profonde, calme et durable qu'on ressent quand on a mûri. Pour la vie entière. » Le cœur de Clara s'emballa. Elle attendait ces mots, mais fut quand même surprise. « Clara, épouse-moi, dit-il simplement. Vivons ensemble, aidons les gens, cultivons notre jardin, lisons des livres. Soyons heureux, simplement, humainement. Et si ça ne marchait pas? Et si on n'était pas fait l'un pour l'autre? Ça marchera, répondit-il avec assurance. Ça marche déjà. On vit déjà comme une famille. Je suis là tous les jours, on prend toutes les décisions ensemble, on prend soin l'un de l'autre. C'est vrai, admit Clara. Mais le mariage, c'est sérieux. C'est une responsabilité. Justement. Je veux cette responsabilité. Et que tu prennes la mienne aussi. Je veux savoir qu'on a un futur, pas seulement un présent. Clara le regarda, ses yeux fatigués mais doux, les rides de ses sourires, ses mains solides de professeur et de directeur. Un homme fiable. Sur qui s'appuyer quand la vie vacille. Oui, dit-elle. Oui, je veux t'épouser. Il la prit dans ses bras doucement, comme un trésor fragile, et l'embrassa sur le front. Merci, murmura-t-il. Merci de vouloir partager ta vie avec moi. Ils décidèrent de se marier en mai, quand tout serait en fleurs. Pas de grande cérémonie urbaine, juste une fête simple au village. Ils allèrent s'enregistrer au centre administratif du district sans témoin ni photographe, juste un tampon dans le livret de famille. Vous êtes maintenant officiellement mari et femme, déclara la fonctionnaire. Félicitations. Merci, dit Michel. Maintenant, on peut rentrer à la maison. À la maison, répéta Clara, et elle comprit que ce mot avait désormais un nouveau sens. Ce n'était plus juste un lieu où elle vivait, mais là où l'attendait son mari, Maura, sa famille. La fête de mariage se tint dans la cour. Maura, malgré les protestations des jeunes mariés, insista pour que tout soit fait dans les règles. Elle invita tout le village, une trentaine de personnes. Des collègues de Michel vinrent, la journaliste Sandra aussi, même quelques médecins du centre régional. On voit rarement une mariée aussi rayonnante, dit Sandra en photographiant Clara dans sa robe blanche toute simple. Tu brilles de l'intérieur. C'est parce que je suis vraiment heureuse, répondit Clara. Heureuse pour la première fois de ma vie. Les tables furent dressées sous les pommiers en fleurs. Maura avait cuisiné pendant 3 jours des tourtes aux choux et à la viande, des conserves maison, un gratin traditionnel. Les voisines aidèrent, chacune apporta ou prépara quelque chose. Clara, dit Raoul, l'épouse du conducteur de tracteur, tu sais ce que tu nous as apporté? Tu nous as rendu foi en l'humanité. Après ce que Matteux avait fait, on pensait que tous les médecins étaient pareils. Mais toi, tu as prouvé le contraire. Je n'ai pas fait ça seule, répondit Clara. Michel aussi fait beaucoup pour ce village. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est si heureux de vous voir ensemble.
Les gens bien doivent rester ensemble. Le moment le plus émouvant fut le discours de Maura. La vieille dame se leva, s'appuyant sur sa canne, et dit d'une voix tremblante d'émotion. « Mes chers, Clara et Michel. J'ai 84 ans, j'ai vu beaucoup de mariages. Mais un comme le vôtre, jamais. Vous vous mariez non pas par passion ou intérêt, mais par un amour vrai, mûr. Et c'est le plus fort. » Elle s'arrêta, essuya ses larmes. « Clara, ma chérie, quand tu es arrivée il y a 6 mois, je pensais que ce serait temporaire. Qu'un jour tu repartirais à Milan. Mais tu es restée. Tu es devenue pour moi comme une fille. Michel, après la mort de Karen, tu étais si abattu qu'on craignait que tu ne te relèves jamais. Et regarde-toi aujourd'hui. Tu as changé. » Les invités écoutaient en silence. Plusieurs essuyaient discrètement leurs yeux. « Vivez heureux et longtemps, conclut Maura. Aidez les autres, aimez-vous. Et moi, je prierai pour vous tant que j'aurai la force. » Après son toast, tous se levèrent et applaudirent. Clara serra la vieille femme dans ses bras. « Merci, maman, murmura-t-elle, ce mot étant sorti tout seul. « Maman, s'étonna Maura. N'êtes-vous pas ma mère, dit Clara. Vous m'avez accueilli quand je n'étais plus rien. Vous m'avez appris une nouvelle façon de vivre. Vous m'avez offert une famille. » « Oh, ma chérie, pleura Maura, comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Je n'ai jamais eu d'enfant. Et maintenant, j'ai une fille et un gendre. » Le soir, une fois les invités partis et la vaisselle faite, les jeunes mariés s'assirent dans la cour, contemplant le ciel étoilé. Sans lumière de ville, les étoiles brillaient ici avec éclat. « À quoi penses-tu, ma femme » demanda Michel. « À quel point la vie est étrange » répondit Clara. « Il y a 1 an, j'étais une médecin reconnue à Milan, mariée, et tout semblait parfait. Mais en vérité, j'étais profondément malheureuse. Et maintenant, je suis une médecin de campagne, je vis dans une vieille maison sans confort, je gagne 5 fois moins. Et je suis plus heureuse que jamais. » Alors le bonheur ne dépend pas de l'argent ou du confort ? Bien sûr que non. Il dépend du fait de se sentir utile. D'être entouré de personnes qui vous aiment sans condition. Et de pouvoir les aimer en retour. « Oui, dit Michel, c'est ça, l'essentiel. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant la tranquillité et la proximité. Au loin, un hibou ululait, les grillons stridulaient dans l'herbe. L'air sentait les pommiers en fleurs et l'herbe fraîche. « Michel, dit soudain Clara, tu crois qu'il se passera quoi à l'automne ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? L'automne sera l'automne. On récoltera les légumes, on se préparera pour l'hiver. » « Non, je veux dire. J'ai 52 ans. C'est un peu tard pour avoir un enfant. » « C'est vrai, acquiesça-t-il. Mais on a déjà des enfants. » « Quels enfants ? Tous les enfants du village. Tous mes anciens élèves. Ce sont les nôtres, d'une certaine façon. »« C'est vrai, admit Clara. Et puis on a Maura. C'est notre maman à tous les deux, maintenant. Et mes patients aussi, ce sont un peu notre famille. Finalement, on a une famille immense. La meilleure famille du monde. » 1 mois s'était écoulé depuis le mariage. Clara s'habituait à son nouveau nom, Clara Stéphanie. Michel avait emménagé chez elle, la maison semblait encore plus chaleureuse et accueillante. En juin, la vie leur fit un vrai cadeau. Sarah, la jeune femme qu'ils avaient aidée en hiver, vint en consultation. « Clara, dit-elle, rayonnante, j'ai une grande nouvelle. Raconte-moi. J'ai accouché. Un petit garçon en pleine santé. Et on veut l'appeler Michel en l'honneur de votre mari qui nous a sauvés cet hiver. » Clara en eut les larmes aux yeux. « Michel, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un médecin. Et aussi, ajouta Sarah, on aimerait que vous et Michel soyez ses parrains et marraines. »« C'est ? Bah oui. Vous nous avez sauvés, alors c'est logique que vous preniez aussi un peu de responsabilité pour lui. À notre façon, ici à la campagne. » Clara accepta sans hésiter. Le baptême eut lieu 1 mois plus tard, dans la seule église encore en activité de la région. Clara tenait le petit Michel dans ses bras, émue de voir que la vie lui offrait encore un nouveau rôle: épouse, fille, et maintenant marraine. « C'est un bon petit garçon, murmurait-elle en le berçant. Grandis en bonne santé et sois heureux. Et souviens-toi, ajouta Michel, que tu as des parrains qui seront toujours là pour toi. » L'été passa à toute vitesse. Clara travaillait au dispensaire, aidait Maura au potager, apprenait à gérer une maison à la campagne. Le soir, avec Michel, il lisait, se promenait, faisait des projets. « Et si on ouvrait une petite maison d'hôtes dans le village ?» proposa un jour Clara. « Pour les citadins qui veulent fuir le stress. »« Pas bête » approuva Michel. « La nature est magnifique, l'air pur, la rivière toute proche. On pourrait accueillir du monde. Et moi, je pourrais leur faire des ateliers sur la santé, la nutrition. Et moi, sur l'histoire du coin, les traditions locales. Ce serait génial. Le village revivrait, et ça créerait de l'emploi. » Ils rêvaient en grand, mais prenaient leur temps. Ils avaient l'envie, l'énergie, et surtout le temps. Puis, en août, arriva un petit miracle. Clara remarqua un retard et fit un test. 2 bars, à 52 ans. Les médecins disaient que c'était presque impossible, mais la nature réserve parfois des surprises. « Michel, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai une nouvelle pour toi.
Qu'est-ce qu'il se passe demanda-t-il, inquiet de la voir si émue. Je suis enceinte. Il resta silencieux si longtemps que Clara s'inquiéta. Peut-être qu'il n'était pas content? Enceinte, répéta-t-il enfin. À plus de 50 ans. Les médecins disent que c'est rare, mais possible. C'est peut-être le dernier cadeau de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le bébé, dit-elle avec fermeté. Si la vie nous l'offre, ce serait un péché de refuser. Michel la saisit dans ses bras et la fit tournoyer. Bien sûr qu'on garde le bébé. On va avoir un enfant. À notre âge. Ne me fais pas tournoyer, rit Clara. C'est pas bon dans mon état. Pardon, dit-il en la reposant doucement. J'étais juste trop heureux. Quand Maura apprit la nouvelle, elle leva les mains au ciel. Seigneur, à 52 ans. C'est un miracle. Dieu bénit vraiment votre union. La grossesse se déroula étonnamment bien. Pas de nausées, pas de complications. Clara continua à travailler, mais allégea un peu son emploi du temps. Michel la couvait, comme une poupée de porcelaine, pas question de porter quoi que ce soit, il surveillait son alimentation. Arrête, riait-elle, je suis médecin, je sais ce que je fais. Savoir, tu sais, mais tu ne fais pas toujours attention. Hier encore, je t'ai vu avec un seau d'eau. Un tout petit seau. Tout seau est trop lourd pour une femme enceinte. Au village, la nouvelle fit sensation. Tout le monde voyait en eux le couple modèle, et maintenant un bébé en plus. Les voisines donnaient des conseils, les mamies ressortaient leurs dictons. Si le ventre est pointu, c'est un garçon, disait l'une. Non, faut regarder comment elle marche. Si elle se balance, c'est une fille, rétorquait une autre. L'important, c'est qu'il ou elle naisse en bonne santé, concluait sagement Maura. Une petite fille naquit en mars, 1 an jour pour jour après les fiançailles de ses parents. L'accouchement fut facile, sans complications. Elle arriva au monde en criant fort toute rose, toute en forme. Comment on l'appelle demanda Michel, les yeux brillants, en regardant Clara avec leur fille dans les bras. Espérance, dit Clara sans hésiter. C'est notre espoir pour l'avenir. Espérance Stéphanie, déclara-t-il solennellement. C'est un beau prénom. Plein de sens. Espérance naquit dans une maison remplie d'espoir. Maura, qui avait alors plus de 80 ans, devint la nounou la plus attentionnée du monde. Elle chantait des berceuses, racontait des histoires, la berçait dans ses bras. Grandis, ma petite, murmurait-elle. Sois gentille et intelligente. Tu seras médecin comme ta maman, ou enseignant comme ton papa. L'important, c'est d'aider les gens. Clara regardait la scène devant elle, son mari lisait le journal, Maura berçait leur petite fille, et, derrière la fenêtre, le jardin printanier s'épanouissait. Elle comprenait qu'elle avait enfin trouvé ce bonheur qu'elle avait cherché toute sa vie. Pas un bonheur bruyant ou spectaculaire, mais un bonheur simple, familial, vrai. À quoi tu penses demanda Michel en remarquant son air songeur. Je pense qu'il faut parfois tout perdre pour trouver l'essentiel. Et c'est quoi, l'essentiel? Une maison où quelqu'un t'attend. Un travail qui te rend heureuse. Des gens que tu aimes et qui t'aiment en retour. Et l'espoir pour l'avenir, ajouta-t-il en regardant leur fille. Oui, dit Clara en souriant, le plus important, c'est l'espoir. Dehors, les pommiers étaient en fleurs, les oiseaux chantaient. Une nouvelle journée commençait dans la maison où vit l'espoir. Et cette journée s'annonçait magnifique comme toutes celles qu'ils allaient vivre ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous inspire chaque jour à vous offrir de nouveaux récits captivants. Notre prochaine histoire vous attend déjà sur la page d'accueil. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde.